Monsieur Pouget, bonjour à toutes et à tous. Monsieur Pouget, je vous passe la parole pour lancer ce webinaire. Merci Vivian. Donc, Jean-François Pouget, je suis le directeur marketing d'Aérotourisme et je suis voilà, devant vous ce matin pour vous annoncer que c'est la dernière de la saison. Ce webinaire, c'est le dernier opus de la saison puisque, évidemment, maintenant, vous allez, j'espère, vous consacrer à vos clients que nous souhaitons, évidemment, nombreux et heureux de nous retrouver. Je rappelle que ce programme était organisé par les deux chambres de commerce et d'industrie, celle de l'Hérault et celle du Gard. Merci pour leur implication. Et puis aussi les deux agences de développement touristique, l'Hérault et celle du Gard. Donc, c'était un programme à vos côtés. On a au compteur 12 webinaires en un an, 12 webinaires, un par mois, pardon. Un par mois. Et vous avez été près de 2000 à nous suivre pendant ces 12 webinaires. Donc, je rappelle du reste, pour ceux qui n'ont pas pu assister, évidemment, on le comprend, à l'ensemble de ces webinaires, qui sont sur YouTube. Vous pouvez les avoir en replay. Et on vous donne évidemment rendez-vous à la rentrée parce que le Héron restera à vos côtés encore pour la fin 2020 et 2021 et 2022. Et le programme du jour est peut-être un des plus pertinents qui soit. Non, c'est juste pour mettre de la pression à Vivian et à Elodie. Non, je dis un des plus importants parce qu'il est clair qu'il y a un grand phénomène qui se passe. Vous savez, il y en a plusieurs. Hein. On a acheté des cuisines. Beaucoup de Français ont acheté des cuisines. C'est un des gros investissements de la Covid. Et vous savez ce qu'ils ont acheté à côté des cuisines? Des vélos. Ils ont acheté des vélos à telle enseigne des restes que parfois on a du mal à trouver des pièces de rechange tellement la pression sur le marché de la production est devenue importante. Et ça a fait Florence, bien sûr. Et donc, on le comprend, le vélo voilà, est un organe maintenant qui complète le corps humain de plus en plus. Et pas seulement pour aller au travail, bien sûr, aujourd'hui, peut-être pour désengorger la ville, on l'espère, mais aussi pour vivre des expériences et du loisir. Et là, dans le contexte de l'itinérance douce, il y a certainement beaucoup de gains pour tous ceux qui sont dans l'univers de l'accueil de touristes et de randonneurs. Alors, je laisse la parole maintenant à Vivian pour vous cadrer tout ça et vous donner tous les outils et toutes les bonnes pratiques qui vous permettraient d'avoir, encore une fois, un gain pour vos entreprises. À vous le micro. Merci beaucoup Jean-François pour cette introduction. Donc du coup, je redis bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y en a qui arrivent encore. Hein, donc vous êtes nombreux à être inscrits à ce webinaire. Aujourd'hui, je vous rappelle un petit peu les règles du jeu. Hein. Vous n'avez pas votre caméra ni votre micro activé hein, parce qu'il y a un petit peu trop de monde sinon. Donc vous avez le module des questions que vous pouvez utiliser, le point d'interrogation, pour poser des questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent, les questions. Et Nicolas, que vous voyez à la caméra là-haut, est là pour prendre vos questions. Il me les fera passer, il les synthétise. Enfin, Nicolas, il fait le super modérateur du webinaire. Donc, ce webinaire va se dérouler en deux temps. Il va y avoir une première partie que je vais assurer pour justement parler de ce marché de l'itinérance douce à vélo, de son poids pour le tourisme. On va s'intéresser à ces clientèles-là, on va s'intéresser à ce qui est important pour eux, d'où ils viennent, c'est quoi les grandes évolutions, c'est quoi les impacts attendus, etc. Donc, je vais faire ça à double titre. Hein. Vous voyez sur l'écran, ben, moi, mon métier, je suis consultant pour l'industrie du tourisme. Donc, forcément, je m'intéresse à toutes ces nouvelles tendances en tant que consultant. Et puis, je mettrai une autre casquette aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. C'est ma casquette finalement complètement dans le cœur du sujet du jour parce que je suis également un pratiquant, c'est-à-dire que je fais beaucoup de tourisme à vélo. Donc vous aurez les deux photos aujourd'hui. Vous aurez le consultant et puis vous aurez le mec qui met des cuissards et qui part à vélo avec sa femme, parfois en itinérance ou tout seul, sportivement, etc. Première partie, donc je vais poser le marché et une deuxième partie où nous aurons des témoignages de professionnels
dont nous aurons 3 professionnels, Elodie Fontenot, dont d'Aérotourisme, qui pourra d'ailleurs répondre également à vos questions sur, spécifiquement, je pense, Elodie, plutôt sur la partie accueil vélo, cette partie label, là, que moi je vais évoquer, mais sur laquelle vous pourrez sans doute apporter des précisions. Maurizio D'Antonio, qui est propriétaire de chambre d'hôtes à Sète. Bonjour Maurizio. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc il est très engagé également sur cette clientèle-là. Et Maxime Vial qui nous rejoindra en cours de webinaire et qui vous prie de l'excuser pour son retard ce matin, mais il gère sa boutique aussi, il avait des clients et du coup je lui ai dit super, gérez les clients et vous revenez avec nous dès que vous pouvez après. Donc voilà, messieurs, mesdames, Maurizio, Elodie, je reviens vers vous dès que j'ai terminé un petit peu de poser le marché. Et on va pouvoir démarrer petit à petit. Je vous remets un petit peu les règles du jeu. Si il y en a parmi vous qui ont quelques problèmes audio, qui n'entendent pas bien ou qui ont quelques soucis, ça arrive, vous le savez, n'hésitez pas, vous pouvez vous déconnecter, quitter et revenir. Souvent, ça fait du bien. Ça fait du bien techniquement, hein, ça se met à mieux marcher des fois. C'est les joies de l'informatique. Alors, on va parler de cette itinérance à vélo. Pour en parler, je vais d'abord vous parler du vélo. Dans le propos introductif de Jean-François Pouget, vous avez vu qu'effectivement, on était sur un marché qui est en très forte évolution et les derniers chiffres sur le vélo sont très très forts. Alors, je ne vais pas passer des heures là-dessus, ce serait trop long. Pensez que vous pourrez récupérer ce support. Ensuite, il y a toutes les sources sur ce support. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous pourrez les creuser. Mais voilà, vous avez quelques chiffres. Il y a 30 millions de Français qui font du vélo. Au moins une fois par an. Hein. Alors, ce n'est pas 30 millions de Français qui font du vélo tous les jours, hein, mais c'est au moins une fois par an. Et il y en a quand même un peu plus de 3 millions qui en font tous les jours. Donc, on est sur une pratique qui est quand même assez massive et de plus en plus massive. Je vous ai mis quelques chiffres ensuite. Vous allez voir apparaître sur les ventes de vélos, sur le poids du locatif, de la location de vélos, etc. Que retenir de ce que vous avez sur l'écran là? Vous pouvez vous dire qu'en gros, vous avez un Français sur 2 qui a un vélo. C'est quand même un chiffre très important. Le parc de vélos de location est assez faible en France finalement. Vous voyez, on a en gros 400 000 vélos en location, mais sur ces 400 000 vélos en location, il y en a 300 000 qui sont dédiés purement à de la location touristique. On est sur une industrie, vous voyez, qui fabrique, il y a 3 millions de vélos qui sont vendus chaque année dans notre pays. Et il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est de voir que le prix des vélos augmente. Et plus le prix des vélos augmente, plus la pratique augmente aussi. Donc, on est sur une tendance où on a un marché avec des vélos qui coûtent de plus en plus cher et des gens qui les utilisent de plus en plus. On a un autre phénomène, et quand on dit on a, pensez que là, je parle de vos clients finalement, de votre clientèle. Il y a une fracture un petit peu en France. Quand on parle de la pratique du vélo, globalement, il y a une très forte croissance de la pratique du vélo dans tout ce qui est zone urbaine et tout ce qui est catégorie socio-professionnelle plutôt élevée. On a des chiffres très forts là-dessus avec des progressions très très fortes. Et à contrario, on a une baisse. Il y a une baisse de la pratique, principalement dans le milieu rural, dans les milieux périurbains et dans certaines catégories socio-professionnelles. Alors, c'est une fracture qui est forte et qu'on ressent d'ailleurs, vous allez voir beaucoup dans les clientèles touristiques qu'on récupère ensuite dans le tourisme à vélo, où on se retrouve avec une clientèle touristique avec une énorme proportion de clientèle urbaine et de clientèle avec plutôt des CSP élevés. Un autre point à avoir en tête quand on parle de ça, et que si vous vous intéressez à ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle le phénomène VAE. Le phénomène VAE, c'est le vélo à assistance électrique. Donc, c'est la progression des vélos à assistance électrique. Donc, clairement, une tendance extrêmement forte du marché. Et vous pouvez avoir l'impression d'ailleurs qu'en France, il n'y a quasiment plus que des vélos à assistance électrique. Mais comme vous pouvez le voir en bas de cette slide, en bas à gauche, en France, on est encore les parents pauvres, quoi. C'est-à-dire que comparé, vous voyez, aux Pays-Bas ou à la Belgique, on est à 5 fois moins de ventes de vélos à assistance électrique et une marge de progression très très forte. L'avantage du VAE, c'est que le VAE, justement, il permet à certains territoires qui étaient trop éloignés ou trop difficilement accessibles
il permet à des gens de pouvoir les consommer, entre guillemets, à vélo, dont on a de nouveaux territoires, et notamment dans le milieu rural, on a de nouveaux territoires qui sont accessibles à vélo à des gens, et puis de nouvelles personnes. On voit arriver plus de seniors, on voit arriver également plus de femmes dans les pratiquants, principalement parce qu'on a justement cet accès à l'assistance électrique. Ensuite, juste pour finir ces éléments de contexte, juste vous dire qu'on n'est quand même pas très bon en France sur ce qu'on appelle la part modale. La part modale du vélo, c'est le pourcentage de déplacements faits à vélo. La moyenne européenne, c'est 9%. En Europe, 9% des déplacements sont faits en vélo. En France, on est plutôt aux alentours de 1%, voire en dessous de 1%. Donc, on est quasiment 10 fois moins que la moyenne européenne, ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire soit on est assez négatif et on se dit on est nul, soit on est positif et on se dit on a un immense champ devant nous de travail, de développement, d'activité. Et vous voyez sur cette slide, il y a plusieurs scénarios qui sont posés actuellement auprès des responsables nationaux et européens pour développer le vélo. Et ça se fait petit à petit. Pour arriver à 9% de part modale du vélo sur nos territoires, ça voudra dire beaucoup d'investissements. De manière très concrète pour nous en France, et je vois sur le chat que les questions que vous commencez à faire remonter, il y a pas mal de questions sur mais pourquoi moi à tel endroit on ne peut pas arriver en vélo, c'est difficile d'y arriver à vélo, pourquoi la voie cyclable s'arrête à tel endroit, etc. Oui, toutes ces questions-là, c'est ce que vous avez à l'écran. C'est que pour arriver à combler ces choses-là, c'est-à-dire pour arriver à ce qu'on appelle à combler la discontinuité du maillage que vous voyez en bas de cet écran, qui est un vrai problème en France, où vous avez des zones qui sont aménagées pour le vélo, puis il y en a une autre un petit peu plus loin, mais entre les deux, il n'y a rien. Ou il y a une voie rapide, donc ce n'est pas possible. Donc cette discontinuité implique des moyens qu'il va falloir mettre en place fort. Vous voyez ces objectifs de 100 000 km à développer et d'investissement financier. Pour autant, et je finirai là-dessus cette introduction chiffrée, on est quand même sur des développements forts des véloroutes. Il y a un schéma Eurovélo qui est en place et ça se développe petit à petit. Il y avait en 98, il y avait 13 000 km d'itinéraires cyclables. Il y en a quasiment 26 000 aujourd'hui. Je pense que vous n'avez pas la slide à l'écran, je ne sais pas pourquoi. Elle va sans doute arriver, peut-être un petit souci technique, je vous prie de m'en excuser, mais retenez ça. Voilà, vous l'avez actuellement qui monte. Donc, on est sur une progression très forte quand même des kilométrages, mais qui reste avec des soucis de discontinuité, etc. Dernier chiffre, les fréquentations de ces pistes cyclables, de ces voies cyclables. Là, on est clairement sur des véloroutes, des voies vertes, des choses comme ça, donc clairement des choses qui sont destinées au tourisme à vélo. Vous voyez les progressions entre plus 5% entre 2018 et 2019, plus 10% en 2020 et plus quasiment 30% en 2020 quand on était dans des périodes hors confinement. Donc on est clairement sur des chiffres très élevés. Si on s'intéresse maintenant beaucoup plus spécifiquement, je dirais, à ce qu'on appelle le tourisme à vélo. Le tourisme à vélo, le vélo en France, c'est plein de choses, dont le tourisme. Quand on regarde les études qui ont été réalisées sur les retombées économiques générées par le vélo, si vous faites partie du tourisme à vélo parce que vous êtes un hébergeur qui a développé cet axe de clientèle-là, peu importe, vous voyez, vous êtes en gros le troisième secteur qui fait le plus de retombées économiques avec le vélo. Retenez que le deuxième secteur, c'est la santé quand même. Chaque fois que vous voyez un cycliste passer, dites-vous que chaque fois qu'il fait 1 kilomètre à vélo, il fait économiser 70 centimes d'euros à la sécurité sociale en France. Je vous ai mis 30 minutes de vélo par jour, c'est 2 fois moins d'AVC. C'est un des premiers bénéfices du vélo, mais le tourisme à vélo, en termes de retombées économiques, clairement, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est très, qui a un énorme impact dans l'économie du vélo, le tourisme à vélo. Tourisme à vélo, un peu plus de 4 milliards d'euros de retombées par an. Si on rentre dans le détail donc, de ces touristes à vélo, c'est quoi
4 milliards d'euros de dépenses donc, par des gens qui font du tourisme à vélo. Alors, c'est quoi les dépenses? Ça va être des hébergements, ça va être de la location de vélo, ça va être des services, je vais acheter du transport de bagages, je vais acheter tout un tas de choses. Et à la sortie, ça fait 4 milliards d'euros de retombées pour le secteur. La France, actuellement, c'est la deuxième destination vélo au monde. C'est le deuxième endroit au monde où on comptabilise le plus de touristes à vélo et le plus de retombées à vélo. Et la première destination au monde, c'est l'Allemagne. Et qui n'est pas la première destination touristique au monde, l'Allemagne, mais qui est la première destination mondiale pour le tourisme à vélo. Et quand on descend dans ces chiffres-là, retenez ce chiffre-là, le tourisme à vélo, c'est 22 millions. 22 millions de Français font du vélo pendant leur séjour touristique. C'est un chiffre donc qui est quand même très important. 22 millions, les chiffres varient, 21 millions, 22 millions, et avec des spécificités un petit peu sur le tourisme à vélo. Une des premières spécificités, c'est, vous le voyez sur cet écran, c'est la somme, par exemple, la dépense moyenne. Un touriste, globalement, en France, en moyenne, il dépense un peu plus de 50 euros par jour pour son séjour. Un touriste à vélo, c'est quasiment 70 euros par jour. Et également, les durées de séjour, quand on est sur du tourisme à vélo, on a des durées de séjour qui augmentent, qui augmentent assez fortement, hein, de 2 nuits, voire 3 nuits de plus pour les gens qui consomment du vélo pendant leur séjour. Vous allez avoir la carte de France qui va apparaître après, qui va vous positionner un petit peu sur cette carte de France les départements les plus touristiques de notre pays, et à l'intérieur de ces départements touristiques, ceux sur lesquels il y a le plus de tourisme à vélo qui est représenté. Alors, je pense qu'on a des petits soucis de connexion parce que je vois que les écrans ont du mal à monter. Voilà les écrans qui arrivent. Donc voilà, sur cette carte, vous voyez quoi en fait? Les points rouges, en fait, c'est les nuitées touristiques des départements. Donc plus vous avez un point rouge qui est gros, plus vous êtes un département où il y a beaucoup de tourisme. En fait, effectivement, vous voyez l'Hérault ou le Gard qui sont des départements importants d'un point de vue touristique. Alors quand je parle de tourisme, là, je parle de tourisme globalement, pas de tourisme à vélo, de tourisme. Les points rouges, c'est le tourisme sur cette carte. Et puis ensuite, les fonds de couleurs que vous avez, plus c'est bleu, et plus c'est bleu foncé, et bien plus on a des voyageurs, des touristes qui font du vélo à ces endroits-là pendant leur séjour. Et là, vous voyez quelque chose qui est très spécifique à notre pays, avec la côte atlantique, qui est une zone qui est très en pointe sur le développement du tourisme à vélo, et notamment avec deux départements qui sont la Vendée et la Charente-Maritime, qui sont un petit peu des fers de lance du développement du tourisme à vélo, avec des politiques mises en place depuis très longtemps. Et puis, on a le bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen qui a une attractivité naturelle très forte pour le tourisme à vélo, avec des paysages adaptés, avec une météo adaptée également. Mais notre bassin méditerranéen souffre encore de discontinuité, principalement sur les parcours d'aménagement qui sont souvent trop ponctuels encore, etc. Mais ce que l'on a clairement en tête pour notre bassin méditerranéen quand on parle de tourisme à vélo et qu'on regarde le pays, France, on se dit que c'est un des endroits en France où le potentiel de développement du tourisme à vélo est le plus fort, où il y a le plus de choses à faire et où potentiellement les gens sont le plus naturellement attirés pour venir pratiquer du tourisme à vélo. Alors, ce tourisme à vélo, je dis ça depuis tout à l'heure, le tourisme à vélo, mais en fait, on s'aperçoit que dans le tourisme à vélo, on a des choses très différentes, en fait, des pratiques très différentes, des attentes très différentes, des gens en fait qui sont très différents. Je vais vous faire par là de résultats d'études qui ont été menées en 2020 au niveau national par la DGE. Je vous ai mis la référence, comme ça vous pourrez récupérer bien sûr toutes ces datas de manière plus précise si ça vous intéresse. Là, vous avez dans cette enquête-là, sur ces 22 millions de Français qui font du vélo pendant leurs vacances, ils font du vélo, mais ils font quoi avec du vélo? Ils font quoi? Donc, vous voyez, 3/4 d'entre eux disent moi, pendant mon séjour, je fais du vélo, mais je fais parce qu'à un moment donné, je fais une balade, je vais faire une visite. J'utilise ponctuellement le vélo. Vous voyez, c'est quand même 3/4. 3/4 de 22 millions, faites les calculs, on ne parle pas de tourisme de niche là, hein. On parle de tourisme de masse, c'est-à-dire on a une masse ultra importante, des millions de gens
qui vous disent, moi, quand je suis à un séjour, j'aime bien à un moment donné faire une visite, faire une balade, faire une activité avec mes enfants, avec ma femme, etc., en utilisant le vélo. Un peu plus de 40% disent, ben, moi, l'utilisation du vélo pendant mes vacances, c'est clairement pour ma mobilité pendant les vacances. Là, on est sur des profils qu'on retrouve énormément sur la côte atlantique, par exemple, sur des îles, par exemple, qui ont fait des zones comme ça. C'est vous arrivez, vous posez la voiture, c'est fini. Vous vous déplacez qu'en vélo. C'est quand même un nombre important de personnes, 40%, qui disent ben, moi, l'utilisation du vélo pendant mon séjour de vacances, c'est clairement pour me déplacer pendant mon séjour. Vous voyez les 20% sur un tourisme spécifiquement urbain, avec un développement très important du tourisme à vélo dans les villes, et notamment à des grandes villes en Europe qui deviennent un petit peu des fers de lance et qui posent un modèle économique du tourisme sur la découverte de la ville à vélo. Une ville comme Amsterdam, par exemple, qui est bien sûr historiquement citée, mais vous avez une ville plus proche de nous, qui est la ville de Barcelone, qui développe actuellement énormément de découvertes touristiques avec le vélo en ville. Et donc, vous avez sur ces 22 millions de Français, là, vous en avez 1 sur 5 qui dit, ben, moi, l'utilisation du vélo pendant mon séjour, c'est spécifiquement pour aller découvrir une ville. Et vous allez voir après, je vais développer, vous verrez que dans les profils, on a souvent des jeunes, là, des groupes de jeunes, des choses comme ça, des urbains, qui sont habitués de toute façon dans leur vie de tous les jours à faire ça, à se déplacer déjà en vélo en ville, etc. Et puis les 2 dernières clientèles que vous avez, c'est les pratiquants sportifs. 12% en gros de ces 22 millions de pratiquants à vélo, ils vous disent que la pratique du vélo, c'est sportif, quoi. Et qui vont à tel endroit parce qu'ils ont une pratique purement sportive. Ça fait quand même un peu plus de 2 millions de Français qui font ça chaque année. Et puis le sujet du jour, c'est les 5% que vous voyez en bas, c'est l'itinérance à vélo. Donc vous avez 5% des pratiquants de tourisme à vélo qui vous disent, moi, l'utilisation du vélo que j'ai pendant mon séjour, c'est clairement que je suis dans le cadre d'une itinérance, c'est-à-dire je suis vraiment parti là-bas pour faire ça, faire cet itinéraire-là, faire cette grande boucle-là, faire le tour de machin, etc. Et là, vous avez ces grandes typologies de clientèle à vélo qu'on peut synthétiser, que vous verrez très souvent dans toutes les analyses et les études, synthétisées avec ces quatre grands visages. Quand vous vous intéressez à la clientèle à vélo, dites-vous que vous n'avez pas face à vous quelque chose d'uniforme. Si vous êtes un professionnel du tourisme, vous aurez tout intérêt à aller vous positionner plutôt sur tel type, pour adapter derrière vos services, votre offre, etc. L'utilitaire, ce qu'on appelle l'utilitaire dans le tourisme à vélo, si je voulais évoquer tout à l'heure, c'est typiquement l'île d'Oléron, quoi, ou l'île de Ré, plutôt, on va dire encore plus. C'est je viens avec ma voiture, je l'oublie pendant le séjour. Clairement, là, on est sur des profils utilitaires où on est sur des modes de déplacement vélo 100% pendant les vacances, plutôt situés sur des zones littorales, clairement. C'est des clientèles très familiales. C'est un comportement hyper fort, hyper demandé par des clientèles comme les Néerlandais, les Belges, les Allemands, les Suisses aussi. Et pour ces gens-là, ça peut même devenir important dans le choix de leur destination. C'est-à-dire pouvoir se dire, on va pouvoir aller là-bas, on va pouvoir poser la voiture et plus la toucher pendant 10 jours et ne rien s'empêcher. Pour ce groupe de clientèle à tourisme à vélo, là, l'utilitaire, c'est un choix important. C'est des gens qui font assez peu de vélo finalement. Dans les enquêtes, c'est 10-15 km par jour. Mais c'est clairement une masse très importante du tourisme à vélo. Ensuite, vous avez ce qu'on a en dessous, c'est ce qu'on appelle le loisir. Le loisir, on appelle ça aussi le groupe de la découverte. C'est la plus grosse masse des gens. C'est en gros, sur une année, on peut estimer que vous avez 30 millions de Français en vacances qui, à un moment donné, vont faire du vélo pendant leur séjour, quoi. Là, c'est littoral ou rural, il n'y a pas tellement de différence. On n'est pas du tout sur de la niche, on est sur des volumes très importants, sur du tourisme de masse. Et on a des gens là qui sont vraiment à la recherche de découverte d'un territoire, de découvrir un petit peu différemment, avec en plus le côté nature, santé. On a ces choses-là. Beaucoup de couples, plutôt plus de 50 ans dans le loisir, mais on a de plus en plus aussi de familles, et notamment avec le développement des VAE, donc des vélos assistance électrique, on a dans cette catégorie de gens de plus en plus d'intergénération, c'est-à-dire on se retrouve de plus en plus avec des personnes plus âgées, mais aussi beaucoup plus jeunes. Et du coup,
sur cette clientèle de vélo loisir, il y a une très très forte demande d'itinéraires sécurisés. C'est la première demande, c'est déjà qu'il y ait des itinéraires, ce qui n'est pas le cas partout. Mais quand il y a des itinéraires, il faut qu'ils soient extrêmement sécurisés parce qu'on se déplace très souvent en famille, on se déplace avec des jeunes enfants ou avec des personnes plus âgées, etc., souvent en groupe. On est sur des distances en gros de 25-30 km par jour maximum, ce qui n'est pas énorme, mais on a ce besoin de sécurisation qui est très fort. Je passe rapidement sur le sportif, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est quand même le sportif dans le tourisme à vélo, c'est quand même 2 millions de pratiquants en France. Et lorsque vous êtes un professionnel du tourisme et que vous êtes situé sur un territoire où on peut attirer des sportifs, c'est quelque chose de très intéressant. Le sportif, le tourisme à vélo sportif, par exemple, la dépense moyenne d'un sportif par jour, c'est 90 € par jour, par personne. Je vous rappelle que la dépense moyenne dans le tourisme, c'est plutôt 45-50, donc c'est des gens qui dépensent 2 fois plus que la norme. C'est plutôt des hommes, les sportifs, là, cette tranche-là, plutôt des plus de 50 ans, plutôt des hommes, avec des besoins en service extrêmement pointus et très particuliers. Et si vous vous intéressez à cette clientèle-là du tourisme à vélo sportif, dites-vous qu'à l'intérieur de cette clientèle-là, il y a des sous-clientèles qui sont très différentes entre les pratiquants de la route, les pratiquants du VTT, les pratiquants du gravel. Et on est clairement sur des gens qui pratiquent 4 à 6 heures par jour avec des distances de plus de 100 km. Donc, on est sur une tranche de clientèle tout à fait particulière. Nico, est-ce qu'il y a une question? Oui, merci Vivien. Juste, tant qu'on est sur cette slide, Stéphanie qui nous demande est-ce que tu as une répartition en fait par rapport à ces types de pratiquants ou ne serait-ce qu'un ordre, enfin majoritairement c'est plutôt les utilitaires, en dernier les sportifs. Je ne sais pas, est-ce que tu as une répartition? Oui, je l'avais mis sur la slide d'avant quand je vous mettais les pourcentages en gros. Alors, c'est que si vous revenez sur la slide d'avant, vous le verrez. Alors, la somme des pourcentages ne fait pas 100% parce que souvent dans les enquêtes, il y en a qui disent je suis ça, mais je suis aussi un peu ça, je fais aussi un peu ça, etc. La plus grosse masse des pratiquants, c'est le loisir, clairement. Voilà, c'est le loisir. Donc, c'est des gens qui disent je suis en séjour, je ne suis pas venu ici pour faire du vélo, mais pendant mon séjour, je vais faire du vélo à un moment donné. Voilà, ça c'est la plus grosse masse, le loisir, donc ce que vous avez en vert là-dessus. L'utilitaire, c'est également c'est important, mais moins que le loisir, c'est la deuxième masse de clientèle. La troisième masse de clientèle, c'est le sportif. Je vous rappelle, ce côté sportif, c'est entre 2 et 2,5 millions de Français. Je parle là que des Français par an, c'est quand même une grosse masse de gens. Et puis vous avez l'itinérant, donc je finissais avec ça. L'itinérant, c'est en gros 5% de la pratique. L'itinérant, c'est le sujet du jour et c'est vraiment particulier l'itinérant. Hein. L'itinérant, c'est des gens qui, la définition de l'itinérant, c'est je pars pour au moins 2 jours à vélo. Mon mode de déplacement, c'est le vélo. Je pars pour au moins 2 jours. Ça peut être 3 jours, 4 jours, 10 jours, 3 semaines. Et on est vraiment sur des logiques de pratique. Vous voyez, je vous ai mis autour de la liberté, être libre, rencontrer des gens, beaucoup de rencontres sur le vélo itinérant. Il y a beaucoup cette recherche-là. Donc voilà pour la répartition de ces grandes masses. Je vais vous passer rapidement les profils. Je ne vais pas rentrer dans le détail à chaque fois. Je vais juste m'intéresser à chaque fois sur ces graphiques-là aux itinérants. Donc, ce que vous voyez plutôt sur le bas des slides. Là, c'est la répartition étranger-français sur le tourisme à vélo. Donc, vous voyez, le tourisme à vélo, chez nous, c'est les Français en France, c'est la clientèle touristique ultra majoritaire. Vous le savez, on est un pays particulier. Pour ça, les Français prennent énormément leurs vacances en France. Ça se retrouve dans les statistiques sur le tourisme à vélo, où vous voyez globalement, les Français, c'est souvent 80% de la clientèle sur le vélo sportif, etc. Mais sur le vélo itinérant, on a une petite spécificité avec les étrangers qui sont quasiment 10 points au-dessus. Le vélo itinérant, le tourisme itinérant à vélo, c'est un petit peu plus tourné vers les étrangers. Et quand on regarde les nationalités, les clientèles qui sont les plus sensibles au vélo itinérant, sur ce graphique-là, tout ce que vous voyez, les barres rouges, c'est le vélo itinérant dans la pratique du vélo en vacances. Mais vous voyez, selon les nationalités, ça varie beaucoup. Vous avez les Belges, par exemple, pour qui le vélo loisir, dans ce qu'on appelle le vélo loisir, appelez-vous la plus grosse masse, la découverte d'un territoire à un moment donné. Je vais louer un vélo pour faire un truc en famille, etc. Voilà, ça c'est la pratique des Belges. Mais vous avez par exemple les Canadiens, l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord globalement, la Suisse aussi.
qui sont des nationalités européennes où on retrouve les plus fortes tendances de pratique du vélo itinérant. Donc, je pars clairement avec mon vélo, mon moyen, et au moins pendant 2 jours, je vais partir sur un territoire. Nous, vous savez, dans le monde des cyclistes, les itinérants, on les appelle, il y a un mot pour nous particulier, c'est les sacoches. Les itinérants, c'est les sacoches. À partir du moment où vous voyez un cycliste avec des sacoches de partout, devant, derrière, etc., c'est que c'est un touriste itinérant. Et plus il a de sacoches en général, plus il fait un long itinéraire. C'est la théorie de la sacoche avec le vélo. La répartition des sexes aussi. Vous voyez, sur le tourisme à vélo, on est plutôt sur une pratique masculine, principalement d'ailleurs marquée sur le tourisme à vélo sportif. Sur l'itinérance, c'est quelque chose qui est assez à l'équilibre, je dirais. Plus ça avance et plus les VAE d'ailleurs se développent, plus on a une mixité et un équilibre assez fort dans le vélo itinérant entre la pratique homme-femme. Ce qu'on retrouve sur la slide d'après, vous avez les âges des pratiquants. Ça, c'est intéressant parce que souvent dans le tourisme, on est dans une logique d'essayer d'aller chercher de nouvelles clientèles, de rajeunir sa clientèle, etc. Simplement parce qu'on a souvent des clientèles historiques qu'on perd petit à petit. Le vélo itinérant, c'est assez marqué sur des âges assez jeunes. Et principalement la tranche d'âge 25-45. La tranche d'âge 25-45, c'est la tranche d'âge qui est la plus intéressante, je dirais quasiment, pour le développement du tourisme à vélo itinérant, parce qu'il y a une énorme masse de clientèle là-dessus. Et c'est également aussi la masse de clientèle qui utilise le plus le vélo sur un côté utilitaire. C'est-à-dire moi, je vais quelque part parce que là-bas, je sais que je ne toucherai plus ma bagnole. De toute façon, je n'en ai pas de voiture, donc je me déplace à vélo. Cette frange-là, ce profil-là, déjà, on le retrouve de plus en plus sur le vélo, sur l'itinérance à vélo. Je vais vous montrer tout à l'heure les progressions sur l'itinérance à vélo. L'itinérance à vélo, c'est le secteur du tourisme à vélo qui progresse le plus et le plus vite. Sur cette slide, vous avez le type de groupe, ce qu'on appelle la convivialité de la pratique. Sur le vélo itinérant, majoritairement, on est sur une pratique couple. Donc, dites-vous que si vous vous intéressez à ces clientèles-là, très, très souvent, vous aurez face à vous un couple, très, très souvent dans une moyenne d'âge qui va être aux alentours de 50 ans et de plus en plus en dessous, 35-40 ans. Et c'est une vraie spécificité de l'itinérance à vélo. Quand on est, voyez, sur le vélo sportif, on est beaucoup plus sur des pratiques seules, également sur l'utilitaire. Là, on a quelque chose de particulier sur l'itinérance à vélo avec les couples et avec de plus en plus également les familles. Et ça, c'est très certainement l'impact du VAE, l'impact de la sécurisation des voies, l'impact du développement d'accessoires comme les remorques, les choses comme ça sur les vélos, qui font qu'on retrouve de plus en plus également de familles sur ces clientèles-là. Un point très important pour nous dans le tourisme, c'est les hébergements utilisés. Parce que c'est bien sympa de parler du tourisme. Enfin, le tourisme, ce n'est pas de la philanthropie ou de la philosophie. Le tourisme, c'est de l'économie. Une des choses qui est les plus importantes dans le tourisme, au point de vue économique, c'est l'hébergement que l'on utilise et en quoi on dépense. Donc là, vous avez sur cette slide ce que vous voyez en haut, ce que j'ai écrit touriste français. Touriste français, c'est globalement un touriste français, vélo, pas vélo. Hein. Quand il part en séjour quelque part, vous voyez ce qu'on appelle le non marchand, que vous voyez en violet sur ce graphique en haut. C'est énorme. Hein. Vous avez en gros 60% des Français, quand ils partent en vacances quelque part, ils sont dans du non marchand. Du non marchand, c'est des parents, des amis, des choses comme ça. Dès qu'on est sur des clientèles à vélo, ça s'inverse très très fort. On est très très vite sur des gens qui sont forcément sur de l'hébergement marchand. Et lorsqu'on est sur de la clientèle itinérante à vélo, on est ultra fortement sur de l'hébergement marchand et très fortement sur du camping, qui est le premier mode utilisé par cette clientèle-là. Donc ça, c'est également un point très intéressant à réfléchir. C'est-à-dire, si je vais chercher cette clientèle-là, c'est clairement une clientèle qui est consommatrice et qui recherche de l'hébergement marchand.
très souvent du camping, mais vous avez vu aussi la part très forte de l'hôtellerie, des chambres d'hôtes, par exemple, sur cette clientèle de l'itinérance à vélo. Un point important aussi sur l'itinérance à vélo, on n'est pas sur des clientèles qui font du vélo et 100% de vélo. Ce qui serait plutôt le cas sur le tourisme, sur le tourisme plutôt vélo sportif, vous voyez, où on a plutôt des fous furieux de vélo. Là, non. Sur les itinérants, on a clairement des gens qui font des choses et principalement la découverte du patrimoine. Voilà, le patrimoine, principalement, notamment le patrimoine naturel et aussi le patrimoine culturel. Mais clairement, une très, très forte appétence de ces gens-là pour la découverte du patrimoine naturel. Ce sont des gens qui n'hésitent pas, pendant leur itinérance, à aller visiter des choses, à aller voir des choses, à s'arrêter pour se baigner. Vous voyez, la part des baignades aussi qui est importante. Et puis, je vous ai mis la différence entre les Français et les Allemands. Si vous regardez ces graphiques-là, les Allemands, vous avez une tache rouge au milieu, là, sur le graphique. Je fais aussi de la randonnée à pied. Donc là, on est sur des Allemands qui font de l'itinérance à vélo et qui vous disent, ben moi, pendant mon parcours à vélo, j'ai aussi clairement des moments où je vais aller faire une rando à pied, etc. etc. Alors, vous vous dites, ben, c'est super, très bien. Oui, mais ça va vouloir dire qu'il va falloir aménager plein de choses, hein, parce que lorsque ces Allemands ils vont partir à pied, ils ne vont pas porter leur vélo sur le dos. Donc le vélo, ils vont le laisser où? C'est sécurisé comment? Et leur sacoche, ils en font quoi? Enfin, on va commencer à se poser toutes ces questions-là pour répondre à cette attente-là. Et les Français, la tâche verte, c'est la gastronomie. On n'est pas français pour rien. Hein, donc vous avez clairement dans l'itinérance à vélo, quand vous avez de la clientèle française, une part importante, un attachement, en tout cas une sensibilité forte de ces clientèles-là sur la gastronomie. Donc, il faut faire attention. Ce sont des clientèles, les Français qui font de l'itinérance à vélo, qui sont sensibles à ce qu'ils vont avoir à manger, à boire, etc. Donc, il y a toute une réflexion à avoir sur ce qu'on va développer pour eux à ce niveau-là. Un point aussi très intéressant pour nous dans le tourisme sur l'itinérance à vélo, c'est la saison. La saison de pratique, la saison, à quel moment finalement actuellement on constate qu'on a de l'itinérance à vélo. Ça, c'est très intéressant pour nous. Il y a un vieux serpent de mer dans le tourisme qui dure depuis 30 ans de dire qu'il faut développer les ailes de saison. C'est un grand terme, les ailes de saison, qui me fait penser aux ailes du corbeau. Clairement, l'itinérance à vélo, c'est ultra lié à la météo, à la clémence de la météo. C'est ça qui déclenche finalement le début de l'itinérance à vélo. Donc, ça commence, en gros, vous voyez, pour les Français, dès le mois d'avril et jusqu'à fin septembre, on est sur des grosses périodes, des longues périodes où on peut vendre à ces gens-là de l'itinérance à vélo et où ils l'achètent de différentes manières. D'ailleurs, il y a des séjours plus longs, moins longs, etc. Et vous voyez, quand on regarde les nationalités, français, allemand, néerlandais, selon ces nationalités, selon leur période de vacances scolaires, ben, ça bouge un petit peu. Mais globalement, on est sur cette zone-là où on se dit, ben, globalement, dès le mois d'avril, au mois d'octobre quasiment, on peut vendre du tourisme de l'itinérance douce à vélo à ces gens-là. C'est ce qui d'ailleurs nous fait dire qu'on a une énorme carte à jouer, nous, sur l'arc méditerranéen, parce qu'en plus, nous, on peut faire la promesse à ces gens-là d'une météo encore plus clémente, et clémente parfois très tôt dans la saison ou très tard, donc qui nous permettrait d'allonger encore un petit peu plus. Pour finir sur ces chiffres, juste 2-3 données comme ça, la pratique moyenne en kilomètres selon ces clientèles-là. Je vous le mets parce que c'est important. Si jamais vous vous dirigez vers de la clientèle itinérante, dites-vous que vous aurez face à vous des gens qui en moyenne tous les jours auront fait 50, 60, 70 km. Ben, quelqu'un qui a fait 70 km à vélo avec des sacoches, avec une remorque éventuellement, etc. C'est quelqu'un qui a besoin d'un accueil particulier, qui a besoin de marques d'attention particulières, etc. C'est pas quelqu'un qui est allé acheter sa baguette de pain à vélo, quoi. Il a fait quelque chose, il est dans une démarche. Du coup, gardez ça en tête. Hein. Quand vous parlez à des gens comme ça, vous avez face à vous des gens qui font ça. Oui, je vois qu'il y a une remarque sur le chat de Philippe Coste qui dit la météo clémente, pas forcément aujourd'hui. Effectivement, Philippe, pas forcément aujourd'hui. Ça, c'est les joies des épisodes Sevenol dans notre région. Il y avait une question également sur le chat que j'ai vu passer, Nico, sur les. Il y a quelqu'un qui demandait mais c'est quoi une boucle, c'est quoi un aller-retour, etc. Je l'ai vu passer, Nico, tu me confirmes? Oui, je te confirme. Oui, tout à fait. J'avais essayé d'y répondre partiellement, mais si tu as des précisions, elles sont les bienvenues. Oui, mais j'ai vu passer là, et juste parce que comme j'avais cette slide, je vous l'ai mise parce que ça, c'est une pratique très particulière.
la pratique du tourisme à vélo, il y a globalement 3 manières de le faire. Il y a ce qu'on appelle l'aller-retour. Hein. Je suis au camping, machin. Le matin, on prend le vélo avec les enfants qu'on a loué au camping, on va à tel endroit et puis on revient. Voilà. On a fait un aller-retour sur le même circuit. On est allé du point A au point B, du point B au point A sur le même parcours. C'est la même chose qu'on a fait un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Aller-retour. La boucle, c'est pas pareil. La boucle, c'est je vais partir, je suis dans une chambre d'hôte et je vais faire le tour de l'étang de Thau, par exemple, à vélo. Je vais faire une boucle. Et c'est une pratique très usitée. Hein. Vous voyez, sur les sportifs, par exemple, font très souvent de la boucle. Et puis l'aller simple, ah ben, ça, c'est pas ça. L'aller simple, c'est je pars d'un point A où je dors, je vais à un point B et je ne reviens pas au point A du tout. C'est-à-dire, une fois que je suis au point B, ben, après, j'irai au point C, etc., etc. Ce qu'on appelle l'aller simple, qui est bien sûr une spécificité ultra forte des pratiquants de l'itinérance à vélo. Ne comptez pas, si vous allez chercher ces clientèles-là, jouer sur le fait que vous allez garder des gens 8 nuits chez vous. Ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Ça va vouloir dire que vous allez immédiatement vous plonger sur un souci qui va être, si je m'intéresse à ces clientèles-là, il va falloir que je sois en mesure de vendre de la nuitée pure. Je suis un camping, ces clientèles-là, il faut que je puisse leur vendre de la nuitée, à l'unité. Sinon, très souvent, je ne vais pas correspondre à leur manière de consommer le séjour. J'ai vu passer aussi quelques questions sur comment je me fais connaître, par ces gens-là, etc. Vous allez voir, il n'y a rien de très novateur dans tout ça. Là, vous avez une slide qui est spécifiquement sur les gens qui font de l'itinérance à vélo. Il y a un truc qui est particulier, c'est, vous savez, dans le tourisme, les gens passent beaucoup de temps à préparer leur séjour, déjà à la base, mais leur séjour classique. Hein. Eh bien, lorsque c'est un séjour en vélo, les gens passent encore plus de temps à préparer leur séjour. Et c'est bien normal. Lorsqu'on part en itinérance à vélo, eh bien, on n'est pas en voiture. Il va falloir pédaler, forcer. Chaque kilomètre compte. Donc, on va préparer énormément. Il faut savoir très, très précisément où est la chambre d'hôte que j'ai ciblée. Est-ce que je pourrais y nettoyer mon vélo? Est-ce que je pourrais de là me faire réparer si j'ai besoin? Est-ce que je pourrais faire porter mes bagages, etc. Énormément de questions dans la préparation du séjour par les itinérants. C'est vraiment une marque de fabrique de cette clientèle-là. Il y a un haut niveau de préparation et énormément d'utilisation du web, bien évidemment. Ce n'est pas des gens qui sont à l'envers des autres. Il y a une très très forte utilisation d'Internet dans la préparation du séjour. Donc, si vous êtes un professionnel, vous avez tout intérêt, bien évidemment, à mettre en avant sur votre site Internet tout ce que vous mettez en place pour ces clientèles-là, tous les services que vous avez développés, etc., de travailler votre référencement naturel, éventuellement de faire des publications ciblées ou de la promotion sur les réseaux sociaux en ciblant des pratiquants de vélo. Mais on a des gens qui utilisent énormément les outils numériques. Vous voyez le bleu et le violet. Ce que vous voyez, le violet sur cet écran, ce sont les applications, ce qu'on appelle les applications mobiles dédiées à la pratique. Il y a tout un tas d'applications qui sont dédiées à la pratique, en l'occurrence là du vélo. Et là, on a des gens qui vont utiliser énormément ces applications pour trouver le bon itinéraire, la bonne astuce, le bon plan donné par un autre cycliste qui est allé à tel endroit, etc. etc. Donc, globalement, les outils à travailler, bien évidemment, le web, votre site web et tout ce qui fera que votre site web apparaîtra. Et puis, si vous vous mettez à la place de ces gens-là et que vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir que très, très vite, vous avez des choses qui remontent, qui sont France Vélo Tourisme, Visio Rando. Vous avez tous ces sites un petit peu spécialisés qui très, très vite remontent dès qu'on fait des recherches comme ça. Donc, il y a un grand intérêt à y être présent, à y apparaître, à y être bien référencé, etc. Et puis, tout ce que vous voyez dessous, les blogs, les forums. Moi, je connais beaucoup de professionnels, par exemple, qui n'hésitent pas à infiltrer, entre guillemets, mais en tout bien, tout honneur, hein, des forums de passionnés de ces pratiques-là pour expliquer ce qu'ils proposent, pour aider des gens, pour donner des astuces, mais pour en même temps, du coup, apparaître, faire un petit peu leur promotion, etc. Donc, on n'est pas finalement, lorsqu'on veut se faire connaître de ces clientèles-là, on n'est pas sur faire des cascades et faire des choses incroyables. On est souvent sur déjà être sûr de la promesse qu'on fait, c'est-à-dire être sûr que si on fait venir ces gens-là dans son établissement, ils y seront contents et on va voir ce qu'il faut pour eux juste après.
Mais après, on est sur des choses assez classiques, du web, beaucoup de web et beaucoup ce côté quand même spécifique, quoi, hein. Vous voyez, vous avez sur cet écran CityMapper, vous avez, mais on pourrait mettre tous les outils. J'ai vu des gens qui faisaient des traces Strava, par exemple, aussi, pour apparaître sur des outils comme ça. Donc vraiment, c'est rien d'extraordinaire, mais en tout cas un grand intérêt pour un professionnel à aller se positionner à des endroits qui ont déjà des fortes audiences auprès de ces clientèles-là. Et on aura tout à l'heure l'intervention d'Elodie qui nous parlera de France Vélo Tourisme d'ailleurs. Alors pour finir là-dessus, pour synthétiser, quand on parle du tourisme itinéraire à vélo, ben, vous pouvez retenir ça. Je vous ai mis quelques photos à côté. L'itinéraire à vélo, ben voilà, c'est souvent ça, hein. Vous voyez les 3 photos, ben, c'est souvent un couple, très souvent un couple. De plus en plus un couple jeune. Rappelez-vous les sacoches, hein, toujours les sacoches. Et de plus en plus, je vous ai mis en bas aussi le solo. Le solo, c'est le gars ou la nana qui va partir parce qu'il a un break de 3 jours et qui va en profiter pour faire le tour du Mont Ventoux, qui va en profiter pour faire le Caroux, des choses comme ça, et également avec sa sacoche. Donc on est encore sur un marché de niche, on va dire. Mais le marché de niche, c'est déjà 1 million de touristes, hein, actuellement. Et je vous parlais tout à l'heure des progressions. C'est les progressions les plus fortes qu'on ait jamais vues dans toutes les enquêtes sur l'itinérance à vélo. On a des taux de progression entre 25 et 30% par an. C'est hallucinant comme chiffre de progression. Alors, vous me direz, ça part de bas, donc forcément, ça fait des gros taux de progression, mais quand même. Et puis, il y a énormément de néo-pratiquants, donc énormément de gens. 40% actuellement des Français qui font de l'itinérance à vélo le font pour la première fois. Donc, ça veut dire qu'on est sur quelque chose où il y a un appel d'air très important. Et très certainement, ce que l'on a vécu, là, ce qu'on vit encore avec la crise sanitaire, pousse encore plus à cette pratique-là. Un point aussi important sur l'itinérance à vélo, c'est la fidélité à la pratique, voire l'exclusivité à terme de la pratique. C'est très étonnant de voir dans les enquêtes de clientèle, quand on va vers ces gens-là pour leur demander ah ben vous faites le canal du Midi actuellement à vélo, et très souvent en discutant avec eux, ils vous disent oui, et puis d'ailleurs on a déjà pensé la prochaine fois on va aller faire ça à vélo, on partira, on fera ça, etc. On est sur des clientèles qui en général, une fois qu'ils ont consommé ces choses-là, ils sont extrêmement fidèles. Je vous ai mis d'autres points importants là sur ces clientèles-là à retenir. Rappelez-vous l'Europe du Nord, les Suisses, c'est très important. Rappelez-vous la recherche de symboles aussi, les grands itinéraires, le Tour 2, le Circuit 2, c'est important de faire travailler l'imaginaire pour ces gens-là. Les produits phares, on est sur des séjours plutôt 7 jours, 7-10 jours, ça c'est le produit phare. On aura tout à l'heure Maxime Vial, je pense, qui pourra nous éclairer, lui, sur ce qu'il vend le plus, d'ailleurs, comme séjour. Mais on est plutôt sur des produits phares de ce type de durée-là. Mais on a de plus en plus ce qu'on appelle des breaks. On a de plus en plus de ventes de breaks en itinérance à vélo, dès que la météo le permet. Et les breaks, c'est 3 jours, 4 jours, 5 jours, de plus en plus. Dernier point là-dessus, très souvent l'utilisation du train. Ça, c'est quelque chose qui est très important à garder en tête. On a beaucoup de ces clientèles-là qui sont des clientèles très urbaines, qui utilisent beaucoup les transports en commun dans leur vie de tous les jours, qui très souvent n'ont pas de voiture d'ailleurs. Et vous voyez, dans 40% des cas, le tourisme itinéraire à vélo, c'est des gens qui prennent le train pour venir sur le lieu de départ. Donc, instantanément, pour nous, sur les territoires, c'est comment ils font. Une fois déjà, est-ce qu'ils peuvent prendre le train avec leur vélo, et puis quand ils arrivent. On aura tout à l'heure Monsieur D'Antonio de Sète qui nous parlera. Si j'arrive à Sète avec mon vélo, très bien, hein, j'arrive à la gare de Sète et je fais quoi? Voilà, j'ai mon vélo, j'ai mes sacoches. Est-ce qu'il y a un escalier déjà pour monter mon vélo? Il n'y a pas de, etc., etc. Tout ce qu'il va falloir imaginer pour faciliter l'expérience de ces gens-là. La recherche de nature, de slow tourisme, de physique douce. On est sur des gens qui ne cherchent pas l'intensité du sport, qui cherchent de l'activité physique douce, c'est important. La convivialité, le pouvoir rouler de front, pouvoir discuter en roulant. On est sur des gens qui parlent, qui partagent lorsqu'ils pratiquent. Ça veut dire aussi des aménagements particuliers. On ne peut pas faire rouler ces gens-là sur 50 cm de bitume coincé entre 2 voies. Ce n'est pas l'idée du tout. Donc, il va falloir développer, bien sûr, pour eux des aménagements, etc., etc. Les attentes clés, ça, c'est lorsqu'on fait des enquêtes de clientèle auprès de ces gens-là, on leur dit, bon, OK, si vous faites ça, vous faites de l'itinérance à vélo, c'est quoi vos attentes clés? C'est quoi vraiment que vous attendez de ça? C'est quoi qui est vraiment important pour vous? Premier truc,
la quête de sens, la rencontre. Je fais ça parce que je veux vivre quelque chose. C'est pour ça que souvent on dit le nom de l'endroit où on va, le nom de l'itinéraire, ça doit susciter un imaginaire. Je vais faire la grande traversée du Massif central, je vais faire la GTMC par exemple, je vais faire ça, je vais faire. C'est susciter l'imaginaire. Je vous parlais tout à l'heure de faire le tour de l'étang de Thau. Bien sûr, si vous habitez autour de l'étang de Thau, ça ne va pas susciter chez vous un imaginaire à dingo. Mais pour un Lyonnais, ça peut être génial de se dire on va faire le tour de l'étang de Thau, etc. Susciter l'imaginaire et puis y intégrer des vraies choses dans l'imaginaire, c'est-à-dire y intégrer des vraies expériences à vivre sur le parcours. Si je fais le tour de l'étang de Thau, si je peux en même temps déguster des huîtres, si je peux faire toutes ces genres, vivre des expériences avec mon itinérance, ben c'est un vrai plus. C'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup dans les enquêtes, la rencontre des gens, l'imprégnation réelle avec le territoire, etc. C'est pas juste je passe et je traverse, quoi. La fluidité, le conseil, ça revient énormément. C'est pas facile, j'ai besoin de beaucoup me renseigner si je fais de l'itinérance à vélo. Donc, il faut que instantanément, quand je vous trouve sur Internet, vous soyez, déjà que je vous trouve, que vous soyez visible, que je comprenne très très vite votre offre, votre service, que je puisse passer à l'achat très rapidement. Ça, c'est la fluidité, c'est quelque chose qui revient beaucoup, qu'on retrouve aussi d'ailleurs pendant le séjour avec la notion de conseil qui est ultra présente dans ces clientèles-là, le besoin de pouvoir parler avec vous de la pratique. Demain, je vais aller là, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de l'itinéraire? Vous me conseillez de passer par où et de prendre quoi dans mes sacoches? Est-ce qu'il faut qu'on prenne, est-ce qu'il y a de l'eau sur le circuit? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et là, votre dimension de conseil précis, de recommandation, de réponse personnalisée en tant que professionnel du tourisme sont ultra importantes pour ces clientèles-là. C'est vraiment un point qui revient très très fortement dans toutes les enquêtes de clientèle, ça. Est-ce que vous êtes capable de donner des vrais conseils adaptés à ces gens-là? Et d'ailleurs, très souvent, les professionnels du tourisme qui se sont lancés sur cette clientèle de l'itinérance à vélo, c'est très souvent au départ des gens qui étaient eux-mêmes des consommateurs de tourisme à vélo. Je vous ai dit le plaisir avant l'effort. Oui, le plaisir avant l'effort. On est clairement sur une clientèle qui est sur le plaisir avant l'effort. On n'est pas sur une clientèle qui cherche à consommer. C'est pas une clientèle qui va venir là parce qu'elle va vouloir monter 5 fois dans la même journée le même col en battant chaque fois un chrono. C'est une autre clientèle. C'est pas celle-là. Là, on est sur de l'activité physique douce, mais du coup, tous les territoires qui ont des symboles importants, qui ont une météo intéressante, qui ont une variété de paysages. La variété de paysages est une des choses les plus demandées par ces clientèles-là. C'est-à-dire pouvoir, dans la même journée, potentiellement voir la mer, une ville et des domaines viticoles. C'est des choses qui, nous, peuvent nous paraître évidentes parce qu'on vit ici, mais qui ne sont pas du tout évidentes pour des millions de gens. Et les destinations qui peuvent promettre ça à ces clientèles-là peuvent tirer vraiment leur épingle du jeu. Et puis le plaisir avant l'effort, la notion de plaisir, on la retrouve chez ces clientèles-là et on a tout intérêt à imaginer des produits touristiques qui font la part belle au bien-être, à l'hédonisme, à la découverte des produits locaux, à la santé, à la connexion avec la nature. Vous voyez, tout cet environnement-là qui est une vraie sensibilité chez eux. Attente clé, bien sûr, accessibilité et connectivité. Alors, je les ai mis ensemble, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'accessibilité, c'est une des premières attentes de ces gens-là, c'est comment je me rends au point de départ de l'itinéraire et comment est l'intermodalité. C'est-à-dire, si à un moment donné, j'ai besoin de prendre un bateau, un bus, mon vélo, j'en fais quoi? Comment on s'en occupe? Où je le mets? Alors ça, c'est un énorme problème, c'est un énorme caillou dans la chaussure pour énormément de territoires. Mais à la fois, comment j'arrive quelque part et l'intermodalité sur place pour pouvoir profiter au maximum de mon vélo, c'est une des attentes clés de ces gens-là. Et puis, je vous ai mis la connexion avec. La connexion, quand je parle de connexion, je parle de ça, la connexion. On a dans ces clientèles-là à 80% des gens qui sont des hyper-urbains. Ils sont en séjour d'itinérance à vélo parce qu'ils veulent déconnecter de leur vie quotidienne. C'est le but et c'est parfait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir besoin de se connecter. Ils vont avoir énormément besoin de se connecter pour avoir des contacts avec les proches, pour partager sur leur réseau ce qu'ils ont fait dans la journée, pour préparer le parcours du lendemain, pour télécharger éventuellement des traces GPX à mettre dans leur compteur, etc. Donc le besoin de connexion est vraiment important. Et puis dans les attentes, ils vous disent
Oui, moi j'ai honoré des attentes. Déjà, c'est de ne pas être considéré comme les autres touristes, c'est-à-dire d'être considéré comme des cyclistes. Ça, c'est une des premières choses qui reviennent. Faites-nous sentir que vous ne nous accueillez pas comme vous accueillez tout le monde. Euh, Accueillez aussi nos vélos. Ça, c'est quelque chose, c'est une attente clé. Accueillez aussi nos vélos. Nos vélos, c'est ultra important pour nous. Sans nos vélos, il n'y a plus de vacances, il n'y a plus d'itinérance. Comment vous accueillez nos vélos? Un point très important pour les pros que vous êtes à réfléchir lorsqu'on veut accueillir ces jeunes-là. Les services, hein, tous les services qu'on peut imaginer, le kit du pique-nique à proposer pour partir le lendemain, le lavage et le séchage des habits, proposer un massage, proposer des repas adaptés, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis je vous ai mis toujours proposer à boire, hein, c'est quelque chose qui revient, hein, toujours proposer à boire gratuitement. Et pour finir, je vous dirais, je me suis mis à la place d'un territoire, à la place d'un hébergement touristique, à la place d'un office de tourisme, etc. Mais que faire si je suis à un territoire? Que faire si je suis un hébergeur pour répondre à cette clientèle-là? Si je suis une collectivité ou un territoire, je pense que la première chose que j'ai à me dire, c'est que si je me mets à développer des choses pour le tourisme à vélo, globalement, je me mets à développer des choses politiquement pour le vélo, pour le développement de la politique vélo sur mon territoire. Finalement aussi profiter au tourisme à vélo. Mais clairement, pour une collectivité ou un territoire, se dire que le vélo, ça répond actuellement à une demande massive et croissante, c'est ultra important. Ensuite, spécifiquement pour le tourisme à vélo et pour l'itinérance à vélo, la sécurisation. La sécurisation, bien sûr, de nouveaux itinéraires à développer et bien sûr effacer la discontinuité entre les itinéraires. Rappelez-vous ce que je vous disais tout au début, on est encore trop dans des territoires qui sont discontinus, c'est-à-dire avec des endroits aménagés et puis plus rien, et puis 10 km plus loin, il se repasse quelque chose. Que faire si je suis une collectivité? Essayer d'effacer ça, essayer de travailler là-dessus, effacer les discontinuités, sécuriser les voies. Sécuriser les voies, la sécurisation à vélo, je vous ai énormément parlé au début des chiffres, je vous ai inondé de chiffres et je vous prie de m'en excuser, mais j'étais un petit peu obligé. Oui, le vélo, c'est exponentiel actuellement, mais il y a aussi autre chose qui est exponentielle. C'est les morts à vélo et c'est les accidents à vélo. Et oui, et CQFD. La sécurisation de l'existant, c'est un enjeu très fort. Un territoire qui demain pourra dire nous avons aménagé des itinéraires qui sont 100% sécurisés pour les vélos, c'est un territoire qui instantanément a un attrait, un pouvoir d'attractivité sur ces clientèles-là qui est énorme. Sécuriser 100% un parcours, c'est pas simplement tracer une ligne blanche sur le sol. C'est déjà pas mal de le faire, mais on peut aller bien plus loin, bien sûr que ça. Et puis, si je suis une collectivité, un territoire, vous voyez, je vous ai mis, bien sûr, faciliter les accès au départ, adapter l'intermodalité, réfléchir à comment proposer à tous ces touristes de pouvoir prendre à un moment donné un car, un train, un bateau avec leur vélo pour traverser une rivière, je ne sais rien, etc. Les solutions de stationnement aussi, très souvent soulevées par ces clientèles-là. Oui, je suis en itinérance à vélo, oui, je suis en train de faire un parcours sur l'Euro-Méditerranée, mais à un moment donné, j'ai envie de m'arrêter sur la plage de l'Espiguette pour aller me baigner et pour découvrir cette plage. Mais mon vélo, j'en fais quoi? Donc, toutes des solutions de sécurisation, de stationnement sécurisé des vélos qu'on retrouve, là, je vous ai cité une plage, mais ça pourrait être un grand site touristique, etc. etc. Oui, on peut réfléchir à des choses comme ça, comme on peut réfléchir à créer des toilettes, créer des points d'eau, créer des zones comme ça. Et puis, un point important aussi, c'est le dernier que vous avez sur cette slide, c'est les événements. Créer des événements, aider à des événements. Alors, pas forcément développer des événements si je suis un territoire, mais peut-être catalyser, aider certains événements. Le côté événementiel, le côté là, pendant 2 jours, toutes les routes là sont coupées, par exemple. Et c'est pendant 2 jours, c'est que pour les cyclistes. Vous voyez, ce genre de choses-là, ce sont des choses qui sont extrêmement attractives pour faire venir ces clientèles-là. Et c'est des choses qui sont à ce moment-là du ressort plutôt d'une collectivité ou d'un territoire. Si je suis un hébergement, que faire si je suis un hébergement? Si je suis un hébergement, bien sûr, je ne vais pas faire la même chose que les collectivités, mais je vais devoir m'adapter à des trucs. L'accueil à la nuitée.
Quand on s'intéresse à la clientèle touristique itinérante, vélo, l'accueil à la nuitée, c'est indispensable. Alors, ça ne veut pas dire que les gens resteront forcément qu'une nuit. Des fois, ils restent 2 nuits. Ils peuvent même rester 3 nuits si ils sont fatigués ou peu importe. Mais on est obligé de proposer de l'accueil à la nuitée, ce qui peut poser des problèmes. Parce que, est-ce que vous allez proposer de l'accueil à la nuitée dans votre camping, votre chambre d'hôte au mois d'août, par exemple? Dont on en parlera sans doute avec nos témoins tout à l'heure, mais ce sont des choses, c'est une vraie demande et si vous êtes un hébergement touristique, vous avez tout intérêt à réfléchir à comment vous allez traiter ça. L'accueil des vélos, pensez que vous accueillez pas que des gens, vous accueillez aussi des vélos. Et du coup, il y a beaucoup de choses à imaginer si je suis un hébergement sur comment je les accueille, ces vélos. Est-ce que je donne la possibilité aux gens de dormir avec leur vélo? C'est une demande forte sur certaines clientèles. Il y a certains hôteliers, par exemple, qui proposent des housses où le pratiquant peut mettre son vélo dans une housse et à partir du moment où le vélo est dans la housse, il peut le monter dans sa chambre et le dormir avec dans sa chambre. Le dormir avec, c'est pas par, ce n'est pas par, je dirais par amour de son vélo, hein, c'est plus par amour de la valeur marchande de son vélo souvent. Hein, c'est plus ça le truc, mais c'est quand même important. Les conseils vraiment spécifiques, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment une attente très forte de ces gens-là auprès de leur hébergeur, d'avoir face à moi quelqu'un qui soit capable de m'aider sur demain, sur qu'est-ce que je pourrais voir à proximité. Mais pas juste tu peux aller là-bas, c'est sympa. Je sais que tu peux y aller parce que tu vas y aller à vélo et que quand tu arriveras là-bas, ton vélo, tu pourras en faire ça, enfin, avoir toute cette chaîne-là dans le conseil à apporter à ces gens-là. Les services spécifiques, le lavage, séchage de vêtements, qui est un service pas forcément hyper demandé par la clientèle itinérante, mais qui est toujours un service en plus. La recharge de batterie, par contre, qui est un service fondamental, je crois, à apporter maintenant pour recharger son téléphone, son vélo, etc. Le stationnement de la voiture à la semaine, des choses que j'ai vu remonter dans les enquêtes de clientèle, ça. Pour les gens qui viennent en voiture et qui vont faire de l'itinérance, ben, ils arrivent avec leur voiture et leur vélo, et puis ils partent faire leur itinérance, et puis ils vous disent, mais la voiture, j'en fais quoi pendant les 10 jours là? Est-ce que vous me proposez un service pour pouvoir la parquer quelque part, la garder, etc. Bien sûr, ce sont des services payants en général, mais c'est des choses qu'on retrouve dans ces choses-là. Et puis, vous voyez les services autour du bien-être, etc. Pour terminer sur qu'est-ce qu'on peut faire si on est aussi un office de tourisme. Alors là, j'ai mis un petit peu tout ensemble, là, office de tourisme, un site touristique, un restaurant. La première chose, c'est déjà d'offrir de l'eau. Quand on se dit qu'on va être vraiment orienté sur cette clientèle-là, oui, offrir de l'eau, réfléchir sur ces notions de stationnement des vélos, pour pouvoir offrir un accès à un point d'eau, à des toilettes, avoir des zones de recharge électrique. Et vous voyez petit à petit dessous les choses qu'on peut imaginer pour ces clientèles-là lorsqu'on est un site ou un endroit d'accueil. Et puis le dernier point, et je vais demander à nos témoins de nous rejoindre pendant que je termine ma petite présentation. Que faire si je suis un loueur de vélo? Alors, on va accueillir un loueur avec Maxime Vial qui va nous rejoindre. Un loueur de vélo, déjà, il fait son métier de loueur de vélo, hein, qui est déjà pas simple. Et puis, vous avez des loueurs de vélo qui réfléchissent déjà à justement la dimension de conseil. Ouais, la dimension de conseil. Est-ce qu'il ne faut pas que je me mette à développer, à être aussi un conseiller sur ça? Est-ce qu'il ne faut pas que je travaille avec d'autres prestataires, notamment touristiques? Et puis, dans la location à vélo, on a de plus en plus de nouveaux services autour de la location one-way, donc de pouvoir dire je vous loue le vélo de tel endroit à tel endroit, mais vous n'avez pas à le ramener, par exemple. On gère le fait d'aller le récupérer. La location de sacoches, le transport de bagages, etc. etc. Donc, énormément de points, de services à imaginer, à inventer pour répondre à ces jeunes. Bien, donc j'ai tenu mon timing à peu près. J'étais un petit peu plus lent, mais j'ai vu passer des questions là sur le chat. Donc oui, le support PowerPoint, vous pourrez le récupérer. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré également, donc vous pourrez avoir ça en vidéo si vous avez d'autres questions. Et on va accueillir maintenant, à part Nicolas, le temps qu'on retrouve Maurizio qui va nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des questions, Nicolas, ou pas? Écoute, non, je pense qu'on peut enchaîner sur les témoignages. Après, j'essaie de répondre au fil de l'eau. Donc Julie, je vais te répondre directement. Donc non, il n'y a pas de souci. On peut enchaîner. Ok. Alors sur le témoignage, du coup, on va avoir Elodie. On va faire honneur aux dames. On va commencer avec Elodie. Et puis après, je viendrai, Maxime et Maurizio, vous poser quelques questions sur votre activité. Elodie, quand j'ai développé un petit peu mon propos, j'ai vu passer d'ailleurs des questions là-dessus sur le label, ce fameux label Accueil Vélo.
Du coup, j'aimerais bien si tu pouvais nous parler, Elodie, de ce label assez rapidement. Je vais passer les slides, vous me le dites, Elodie, je passerai les écrans petit à petit. Mais les questions qui sont le plus revenues là, ce que j'ai vu passer, c'est comment on fait pour avoir ce label? Est-ce que c'est extrêmement coûteux, embêtant? Quels sont les critères, etc. Alors, Elodie, si vous pouvez nous faire un petit assortiment en quelques minutes, ce serait bien, je pense. Ok, je vais essayer de faire rapidement. Évidemment, après, je serai disponible pour ceux qui veulent qui veulent un accompagnement personnalisé là-dessus. Donc déjà, le label Accueil Vélo, c'est un label national développé par l'association France Vélo Tourisme et ça a été développé en premier sur la Loire à vélo, qui est peut-être l'itinéraire un peu emblématique en France. Donc, qu'est-ce que c'est que ce label? Donc, déjà, ça garantit un accueil privilégié et des services adaptés pour les touristes à vélo. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. Alors, la démarche est évidemment horrible pour l'obtenir. Non, évidemment, je rigole. Non, c'est assez simple, honnêtement, pour l'obtenir. Alors déjà, il faut faire partie d'une catégorie suivante. Être un hébergement ou un loueur de vélo ou un réparateur de vélo ou un office de tourisme ou un site touristique ou une activité ou un restaurateur. Et il faut être situé à moins de 5 km d'un itinéraire balisé et sécurisé. Donc un grand itinéraire cyclable, on en a plusieurs dans l'Hérault, Canal de mer à vélo, Via Rhôna, la Méditerranée à vélo, ou la Rouergue Place aux Pailles, c'est important ce point-là, d'être situé à moins de 5 km donc, d'une voie comme ça. Ça concerne le VTT. D'accord. Les principaux engagements là, pour les différents types d'acteurs que vous avez cités, donc pour les hébergeurs, hôtels, chambres d'hôtes, etc. Les principaux engagements, bon, on les a à l'écran ici. Tout à fait. Alors, effectivement, un accueil privilégié, un peu, une petite boisson d'accueil, par exemple, c'est toujours apprécié. Le point le plus important, l'abri vélo sécurisé de plein pied pour assurer la sécurité des vélos. Kit de réparation, un point avec tuyau et brosse pour nettoyer si besoin. Et la recharge des vélos à assistance électrique. Donc, une simple prise avec multiprise suffit pour ça, je tiens à préciser. Alors, on va passer… Là, on est vraiment, Elodie, sur les engagements basiques là, pour les… Exactement. Exactement. Vraiment, le point souvent le plus compliqué pour les hébergements, c'est d'avoir cet abri vélo sécurisé. Après, c'est plein de petits ajustements au niveau de l'info, des services, mais voilà. Pour les loueurs de vélos, alors, je tiens à préciser que du coup, c'est plus 40 vélos minimum pour les loueurs, on s'est passé à 20 depuis peu. Le tout, c'est pour les loueurs et les réparateurs de vélos, c'est la disponibilité, notamment en saison, qui est la plus compliquée. 7 jours sur 7, de juin à septembre pour les loueurs, 6 jours sur 7 en juillet et août pour les réparateurs. Donc ça, c'est le point qui est le plus… contraignant. Et le point de recharge pour les véhicules électriques également, pour les deux. Exactement, ça c'est super important. Évidemment, avoir de la documentation touristique adaptée. Et puis, de plus en plus, ce qui est demandé, c'est aussi donc la location de VAE et la réparation de VAE. On va passer au suivant. Oui, le site suivant, il arrive, il y a des petits soucis de connexion. C'est les offices de tourisme et les sites de visite. Oui. Alors là, effectivement, c'est à peu près les mêmes engagements, en l'occurrence. Évidemment, un parc de stationnement, donc des arceaux vélos devant l'établissement, si possible en toute proximité, c'est-à-dire que les visiteurs puissent avoir facilement l'œil sur leur vélo. En fait, encore une fois, on revient à la sécurité des vélos qui est exigée par les touristes à vélo. Évidemment, de la documentation adaptée. Accès aux points d'eau, des sanitaires, la recharge des vélos assistance électrique, un kit de réparation, effectivement, et une pompe
voilà, une pompe à pied avec manomètre, ça c'est très demandé aussi. Éviter effectivement, par exemple, les petites pompes où on passe un quart d'heure à s'activer pour ne pas gonfler grand-chose. Donc voilà, il y a un vrai kit de réparation adapté. Pour les restaurants, il y a ce parc de stationnement qui est demandé. Il faut au minimum, voilà, on va dire 5 à 8 places, donc 3 à 4 arceaux. La recharge des vélos assistance électrique, comme pour toutes les autres catégories. Il faut être ouvert entre 11h30 et 14h30 parce que souvent, les cyclistes s'arrêtent tôt pour manger, parce qu'ils sont partis tôt. Donc, souvent, ils arrivent avant midi. Et puis, donc, il faut une période d'ouverture d'au moins 8 mois avec possibilité de dérogation à 6 mois. Voilà. Évidemment, les circuits courts, tout ce qui est bio, c'est aussi demandé. Ça n'est pas obligatoire, mais c'est privilégié. Enfin, c'est à privilégier. OK. Non, merci Elodie pour les principaux engagements. Là, rapidement, hein, j'imagine qu'on pourrait rentrer plus dans le détail que ça. Et les principaux avantages, du coup, pour une personne, pour un professionnel ou un office ou un site qui est labellisé, du coup, j'ai parlé rapidement tout à l'heure, et pour moi, c'était dans la communication, dans comment me faire connaître, c'est important d'être derrière des grosses têtes d'affiche comme ça. Oui. Et France Vélo Tourisme, effectivement, c'en est une. Hein, c'est une filière quand même qui a la chance d'avoir une plateforme web nationale. Il faut la valoriser. C'est vraiment pas le cas de toutes les filières. Voilà, donc France Vélo Tourisme qui accueille d'ailleurs les sites web de tous les itinéraires pratiquement en France. En tout cas, tous ceux de l'Hérault, par exemple, sont sur. Donc, on est visible sur cette plateforme, sur les sites web des itinéraires. On a une plaque de bienvenue pour s'identifier. Évidemment, ça permet aussi enfin, aujourd'hui, ce label est connu auprès des clientèles pratiquantes, donc ça permet de cibler cette clientèle au pouvoir d'achat élevé. Ça permet aussi d'attirer parfois des tours opérateurs. Je précise que le coût pour le label, c'est 200 € pour 3 ans. Dans l'Hérault, c'est pris en charge à 100% par Hérotourisme et les offices de tourisme. Donc, aujourd'hui, c'est gratuit. Voilà. Et Elodie, vu qu'on a des professionnels du Gard aussi à l'écoute aujourd'hui, est-ce que tu sais si dans le Gard, la prise en charge est équivalente ou est-ce qu'il y a une… Il n'y a pas de prise en charge dans le Gard. D'accord, ok. Voilà. Alors, ouais, je suis en train de me renseigner sur cette question-là. C'est sur quoi, Elodie, sur 2021, pas de prise en charge Oui, dans le Gard, c'est payant, donc c'est 200 € pour 3 ans. D'accord. Voilà. Ok. Bah, écoute, j'étais en train de me renseigner, donc parfait. Voilà. Et dans l'Aude, je ne sais pas s'il y a des Audois, c'est pris en charge aussi par l'ADT. Voilà. D'accord. Et tu parlais donc de cette plateforme nationale, donc francevelotourisme.com. Ouais, je vais la mettre à l'écran là, que tout le monde voit ce que c'est. Oui. Hop, c'est en train d'arriver. Avec une fréquentation qui a, voilà, c'est celle-là, la plateforme dont on est en train de… Exactement, effectivement, si on peut voir la fréquentation. Alors, excusez-moi, j'en profite juste le temps que la slide s'affiche pour revenir en arrière, apporter une petite précision. Donc, Siam de Gard Tourisme me confirme que depuis le Covid, en fait, la prise en charge du paiement pour accueil vélo est bien pris par Gard Tourisme. Donc, c'est gratuit, accueil vélo dans le Gard, depuis le Covid. Ouais, okay, c'est pour ça, Elodie, je me permettais de te poser la question parce que je n'étais pas sûr du tout, mais il me semblait qu'effectivement, avec la crise du Covid, il y avait eu des mesures spéciales, en fait, qui avaient été prises. Tant mieux. Merci beaucoup, Nicolas, pour la confirmation. C'est tout récent. Super. Voilà. Donc voilà. Oui, la fréquentation du site, bon voilà, on peut voir que du coup en 2020, la fréquentation du site a doublé en France. Voilà. Après le confinement, hein, notamment. Donc voilà, donc ça c'est assez énorme. Et juste après, il y a une slide un peu sur la consultation des fiches des labellisés accueil vélo qui a doublé également en 2020, donc c'est vous dire l'appétence des clientèles pour le vélo en ce moment. Donc oui, voilà. Ce que l'on voit sur la carte, Elodie, là, c'est les fiches des professionnels qui sont accueil vélo. Exactement. Les plus vus. Alors,
C'est assez étonnant, enfin, c'est pas étonnant en fait, mais ça rejoint les cartes que je montrais tout à l'heure, par exemple, lorsqu'on montrait la pratique forte du tourisme à vélo sur la côte atlantique et sur la Loire à vélo, par exemple. Bon, ben là, ça apparaît ultra nettement. On voit également les Alpes et les Alpes du Sud qui sortent et qui sont des zones d'attractivité très fortes pour les cyclistes. Bien, Rona, c'est vrai qu'on a encore des efforts à faire. Mais donc, effectivement, quand on est labellisé Accueil Vélo, en fait, on apparaît sur notamment une carte interactive. Donc, de suite, en tout cas, l'internaute peut accéder à la fiche sur votre structure pour pouvoir avoir des renseignements et réserver. Super, Voilà. merci beaucoup Elodie pour cette présentation rapide. J'imagine que si jamais il y a des gens qui veulent avoir des informations plus précises sur le label, son obtention, etc., ils peuvent se rapprocher de vous à Aérotourisme. Tout à fait, tout à fait. Alors, soit ils passent effectivement directement par moi, ils m'envoient un mail. Sinon, vous pouvez passer par votre office de tourisme parce que donc dans beaucoup de territoires, en fait, nous déployons le label en collaboration avec les offices. Donc, ils peuvent tout à fait vous renseigner, faire la visite d'évaluation, puisqu'il y a visite d'évaluation évidemment sur place avant d'obtenir le label. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Elodie. Vous restez avec nous, du coup, comme ça, s'il y a d'autres questions qui arrivent, on les prendra. Je vais me tourner vers Maurizio à 7. Bonjour Maurizio. Bonjour. Ça va à 7? Ça va très bien, oui, oui, oui. On est bien. Alors Maurizio, juste Maurizio, je vais vous demander de vous présenter et en 30 secondes de nous dire votre activité et pourquoi en fait vous êtes là, du coup. Oui, alors je suis Maurizio D'Antonio, je gère une chambre d'hôte labellisée Accueil Vélo en plein centre-ville de Sète. Et je suis pratiquant de cyclotourisme et je voyage beaucoup à vélo avec ma femme et notre petite dans la remorque. Donc, je connais bien les besoins des cyclotouristes. Et je me suis dit que c'était sympa de donner une identité précise à notre chambre d'hôte. Et donc, j'ai trouvé très intéressant, m'a rapproché aussi du label Accueil Vélo pour créer une identité particulière dans notre chambre d'hôte qui a quand même un côté écologique assez important. Donc, tout s'est goupillé très bien pour faire en sorte de donner une adresse, une identité particulière à notre chambre d'hôte. D'accord, Maurizio. C'est une petite chambre d'hôte de 4 chambres. Ah voilà, j'allais vous poser la question, Maurizio. Donc, 4 chambres. Oui, on a 4 chambres avec bien sûr on a un garage où tout le monde peut garer leur vélo. Et ça, comme vous disiez avant, c'est très important. Alors, attendez, Maurizio. Là, je vais vous poser la question qui tue. Parmi ces clientèles-là, moi j'ai dit plein de trucs, mais moi ce que j'ai dit, c'est ce que je vois dans les études, dans les enquêtes. Vous je la partage. Oui. Alors, oui. Par contre, effectivement, ça me fait plaisir parce que je vois que les études que vous suivez, je les partage presque à 100%. C'est vrai que je vois énormément grandir le nombre de personnes. Avec l'explosion du vélo avec assistance électrique, le public a un peu changé. Donc, c'est des personnes peut-être plus âgées, moins habituées à l'effort, plus à la recherche du confort et de la sécurité. Donc, justement, ce que vous disiez avant par rapport à ce qui concerne la sécurité des jonctions pour l'entrée en ville, l'utilisation du vélo pour le transport, les gares et tout ça, l'accessibilité du vélo dans les transports, c'est des thèmes que je partage entièrement avec vous. Maurizio, est-ce que vous pouvez sortir, si je vous disais, quelle est la chose qui vous demande le plus, ou qui vous demande toujours en premier, la première question qu'ils vous posent quand ils se renseignent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient souvent? Garage, les garages sécurisés, ça c'est sûr. Les gens ils veulent que leur vélo il soit en sécurité. Ça c'est la première chose. Après, justement, l'accessibilité par rapport à la gare, au transport, comment arriver à s'installer et pouvoir placer leur vélo, être sûr pendant peut-être leur visite. Moi, j'habite à Sète, donc c'est un endroit où il y a du monde qui termine le canal du Midi ou qui ont envie de prendre une petite pause et donc laisser leur vélo en sécurité. Donc, c'est pour ça que j'ai placé dans les garages des endroits où éventuellement
les usagers peuvent sécuriser leur vélo avec des cadenas. C'est possible parce que j'ai mis justement une porte-vélo où on peut sécuriser les vélos et les attacher. Après, il y a une caméra aussi, mais ça, c'est pas si important que ça. Mais surtout, le fait de savoir que leurs vélos sont dans un garage sécurisé. D'accord, ok. Donc c'est vraiment le premier service, c'est la première chose à laquelle ils sont attentifs. Oui, et après, la Évidemment. deuxième, c'est le confort et bien manger aussi, hein, parce que pendant ces voyages, la plupart, c'est des groupes d'amis ou des couples, ils sont fatigués, donc ils ont envie de se reposer, de bien manger, justement après de se restaurer pour repartir le jour après. D'accord, ok. Donc sécurité des vélos pendant le séjour, la bouffe, hein, ouais, ça, Oui. on a vu les distances moyennes parcourues par jour par les itinérants, c'est en gros 60-70 km, donc oui, faut nourrir la machine. Et puis j'ai dit un truc, Mauricio et Maxime, je vais venir vers vous juste après. Dans mon analyse de toutes les études, Mauricio, j'ai vu l'importance pour les hébergeurs de proposer de la nuitée à l'unité. Oui. Comment vous le gérez? Est-ce que c'est une grosse contrainte pour vous? Est-ce que c'est une grosse demande ou pas? Est-ce que les gens restent plus longtemps? Quelle est votre vision là-dessus? Alors, la vision, c'est que comme je suis labellisé Accueil Vélo, j'essaie quand même de les permettre. Peut-être pas sur toutes les chambres. Donc, je regarde certaines chambres pour les longs séjours. Mais il y a toujours une chambre ou deux qui sont disponibles pour la nuitée, même en haute saison. Et après, comme je vous disais, comme ça fait partie de peut-être la dernière étape du canal du Midi, ou quand même c'est une étape importante de la fin de la Via Rona, ou une étape importante sur la Méditerranée à vélo, souvent les gens ils décident de s'arrêter de nuit, 2-3 nuits, et donc ça me convient parfaitement. Et peut-être ils décident justement de faire une étape intermédiaire, de faire les tours de l'étang d'Étaux pour visiter un peu plus la région. Et donc, ils arrivent un jour, le jour après, ils font le tour de l'étang d'Étaux et après, ils repartent le jour après. Donc, ça me convient parfaitement. Et s'il y a que proposer une nuitée, je le fais avec plaisir. Et notamment maintenant, depuis que j'ai réouvert, donc ce week-end, j'ai plein de groupes, donc des privatisations de la chambre d'hôte que pour des cyclistes, qui est super parce que ça me fait gagner énormément du temps. Tout le monde arrive au même moment, tout le monde repart ensemble, tout le monde mange au même moment, tout le monde prend le petit déjeuner au même moment. Donc finalement, même pour moi, c'est un avantage, même si c'est un séjour de nuit. Il y a des côtés aussi très positifs dans tout ça. Il faut quand même savoir regarder les avantages, même si c'est un séjour de nuit. Ok, merci Mauricio pour ce témoignage. Je reviendrai vers vous peut-être tout à l'heure. J'ai plein de questions, mais je vois Maxime qui s'impatiente depuis tout à l'heure. Bonjour Maxime, merci de nous avoir rejoints depuis Uzès. Bonjour. Ça va et vous? Ça va, merci beaucoup Maxime. Alors je vais vous demander le même exercice qu'à Mauricio. Alors juste en 30 secondes déjà de vous présenter, de présenter l'activité. Et après je vous poserai des questions plus spécifiquement sur vos clientèles et les clientèles qui font de l'itinérance à vélo pour voir pourquoi ils viennent vers vous, qu'est-ce qu'ils vous demandent, qu'est-ce que vous avez repéré comme choses qui vont, des choses qui ne vont pas aussi, etc. Allez-y Maxime, alors en 30 secondes, qui est Maxime? 30 secondes, je vais faire vite. Donc Sunny-Bike, c'est une entreprise qu'on a créée en 2011 dans le Luberon à Beaulieu, avec l'idée de faire découvrir la région du Luberon, parce qu'on est originaire de là-bas à la base, autrement, un peu sur le slow tourisme. Donc avec les vélos électriques, donc en 2011, on était le vélo électrique n'était pas si connu que ça en France à cette époque-là. On était donc les précurseurs avec l'idée de faire découvrir notre région autrement par le biais de parcours, etc., qu'on mettait à disposition gratuitement de nos clients. À côté de ça, on a créé une agence de voyage réceptive aussi qui organisait des séjours à vélo. Donc, on a commencé dans le Luberon. En 2013, on a créé un autre magasin à Saint-Rémy-de-Provence. En 2017, on a créé deux autres à Vaison-la-Romaine et Châteauneuf-du-Pape. Et en 2019, on s'est installé à Uzès. Voilà, exactement sur la même base de travail, c'est-à-dire location, réparation de vélos, bien entendu, vente de vélos, mais aussi l'agence de voyage. Donc, en fait, c'est une agence de voyage réceptive. Donc,
on organise des séjours à vélo uniquement sur nos zones de chalandise. Donc, les zones sur lesquelles nous sommes implantés et qu'on a la prétention de bien connaître. Ouais, mais on sent que c'est plutôt une activité qui marche. Quand on crée, en général, c'est que ça va. J'ai une première question, Maxime. C'est sur votre activité de location. Après, on ira sur si vous voulez bien, sur l'activité de l'agence et les séjours que vous proposez. Pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment, vous pouvez bien sûr aller sur le site Sunny Bikes. Le site web est très bien fait. Vous pourrez voir comme ça tous les séjours qu'il y a. On a une bonne vision de votre activité quand on va sur votre site web, Maxime. Alors, je reviens sur la première question, la location. Et pour les touristes, c'est quoi les profils qui viennent vers vous? Ils vous louent quoi? Pour faire quoi? Pour combien de temps, etc. Si je vous posais la question, je parle pour le Gard, là, pour Uzès. La première clientèle qui vient vous louer des vélos, c'est quoi? C'est quoi ces mecs-là? Alors, c'est surtout de l'électrique. Déjà, sur le type de vélo, on va forcément partir. Enfin, 80% des locations se font en électrique. Typiquement, le parcours forcément le plus utilisé, c'est celui qui va nous faire passer par le pont du Gard, parce qu'il y a une proximité et puis que depuis cette année, il y a la piste cyclable qui est d'Uzès qui nous permet d'accéder facilement au pont du Gard. Donc, il y a un côté très sécurisant, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, pour les personnes qui viennent chez nous. Après, le type de clientèle, je pourrais le dire là, mais ce n'est pas forcément le type de clientèle qu'on va retrouver, qu'on espère retrouver en tout cas dans les années à venir, parce que là, on est ouvert que depuis 2019. 2020 Covid et 2021, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc là, j'aurais tendance à vous dire que c'est une clientèle de proximité, familiale, qui ne sont pas des pros de la bicyclette. Donc, la location par le biais du vélo électrique va permettre de démocratiser l'usage du vélo et de passer un bon moment en famille, à Uzès en tout cas, le temps d'une demi-journée, d'une journée. Et bon, après, les locations longue durée, c'est plus… Attendez, Maxime, du coup, là, si je suis sur ces clientèles-là, ça rejoint, je ne sais pas si vous étiez arrivé quand j'ai évoqué les 4 grands types de clientèle dans le tourisme à vélo, mais c'est la clientèle loisir, ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont en séjour ou pas d'ailleurs et qui vont pratiquer le vélo sur une journée, une demi-journée pour faire un truc en famille ou avec des amis, etc. Ok, ça colle. Ouais, alors là vous alliez partir là-dessus, Maxime, je crois, mais du coup, c'était ma question d'après. C'était est-ce qu'il y en a qui vous louent des vélos sur de la longue période parce qu'ils partent sur de l'itinérance, ou est-ce que c'est pas vraiment une cible de clientèle forte pour vous? Pas forcément à l'usage, c'est votre expérience dans le Luberon est intéressante. Ben, nous, sur la partie location, on travaille beaucoup avec les TO qui sont spécialisés dans les voyages à vélo. Donc, par le biais de ces TO, je vais avoir tendance à dire que forcément, on a de la location en itinérance, mais il est très rare qu'une personne nous loue un vélo pour faire par ses propres moyens, disons, la Verona ou autre itinéraire, ou séjour en itinérance. Donc, on fait de la longue durée sur des locations saisonnières, où une famille va louer un mas pendant une semaine. Là, oui, mais c'est pas l'itinérance, on va utiliser le vélo comme un moyen de locomotion pour se rendre d'un point A à un point B, pour aller chercher, je sais pas, le pain, boire le café dans le village, et voilà. C'est ça, c'était la catégorie que j'avais appelée les utilitaires, les gens qui vont avoir du vélo parce que ça va être leur mode de déplacement pendant le séjour. Et du coup, Maxime, j'aurais une question sur les séjours. Lorsqu'on va sur votre site web, on voit que vous vendez des séjours du 7 jours, 10 jours pour faire le tour du Luberon. Vous avez parlé du Luberon, si on sort de nos départements, là, etc. Là, est-ce que ce sont des clientèles différentes? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces gens-là? Est-ce que c'est une clientèle en croissance? Est-ce que c'est des clientèles embêtantes? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Il n'y a pas de clients embêtants déjà de base, mais en fait, avec la crise du Covid, on voit que les séjours à vélo connaissent une forte popularité, mais c'est une nouvelle clientèle qui ne connaît pas ce type de pratique et qui pense que ça va être facile, ou qui s'attendent à un niveau de confort que
qu'on n'a pas forcément quand on fait un voyage à vélo. Hein. Un voyage à vélo en itinérance, qu'il vente, qu'il pleuve, il faut quand même se rendre d'un point A à d'un point B et il n'y a pas de moyen de substitution. Après, il y a certaines agences qui le proposent forcément, mais c'est très important pour l'agence en tout cas de proposer des séjours en fonction de la clientèle qu'elle va recevoir. En fait, nous, on pose énormément de questions aux gens avant de définir le séjour qui va être le plus adapté qui va, pour leur pratique ou pour leur expérience personnelle. Donc, là, tout à l'heure, vous parliez des séjours les plus vendus. Nous, les séjours les plus vendus, c'est des 2 jours, 1 nuit, des 4 jours, 3 nuits ou 5 jours, 4 nuits. Mais le séjour à la semaine, on le vend moins parce que la clientèle, une semaine sur un vélo, même si on ne fait pas beaucoup de kilomètres par jour, nos séjours, ils font à peu près 40 à 50 km par jour, mais il faut quand même se faire 40 à 50 km par jour. Le premier jour, ça va, mais le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, il y a les caisses, hein, on va pas, les caisses commencent à faire un peu mal, hein, et on nous appelle pour mettre une surselle en gel pour le confort, etc. Donc, voilà, c'est des paramètres qui sont importants. C'est comme tout effet de mode, en fait. Tout le monde va vouloir en faire, mais il faut un peu essayer de ne pas freiner les ardeurs, mais essayer de vraiment conseiller les gens pour éviter les d'écouter d'un séjour à vélo aussi. Donc, moi, j'ai moins tendance à vendre le séjour à la semaine parce que je sais ce qui va se passer derrière. Ouais, mais ce que vous dites, Maxime, ça rejoint assez ce qu'on voit dans les études avec la très très forte progression de ce qu'ils appellent les breaks, c'est-à-dire des gens qui se prennent, voilà, c'est ça, 2 jours, 3 jours. C'est une nouvelle clientèle. Je vous rappelle le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, 40% des gens qui font ça, c'est la première fois de leur vie qu'ils le font. Et du coup, effectivement, ça convient de poser les questions que vous posez. Donc, je pense que dans les contacts préalables qu'on a avec les clients, c'est important de dire ce que vous venez de dire. Hein. Quand on va d'un point A à un point B, il peut faire beaucoup de vent, il peut pleuvoir, il peut faire chaud, et ça fait partie de la pratique, en fait. Quoi. Ah oui, bien sûr. Complètement. Je reviens vers vous, Maxime. Juste, Maurizio, on a parlé des points positifs là tout à l'heure. Hein, Maurizio, il est comme moi. Il aime faire du vélo. Donc, il est hyper positif, Maurizio. Mais si je vais sur les trucs qui font mal un petit peu, Maurizio. Alors, je ne parle pas de la selle, hein, Maxime, qui fait mal aussi, pas potentiellement. Mais Maurizio, les clients qui passent chez vous et qui sont en itinérance à vélo, sur quoi ils mettent l'accent quand ils veulent vous dire qu'il y a un truc qui ne va pas, qui n'allait pas, qu'ils ont détecté qu'on pourrait améliorer ça? Est-ce que ça touche le parcours? Est-ce que ça touche votre accueil à vous? Les points négatifs, je ne sais pas si le terme il est adapté, mais vous voyez les trucs, Mauricio, ils vous disent « Ah, ça c'est dommage, vraiment. » C'est quoi qui revient souvent pour vous? Et Maxime, je vous pose la même question après, vous pouvez y réfléchir. Très souvent l'aménagement, les aménagements. Les jonctions, comme on disait avant, la sécurité, le fait qu'on se retrouve, on fait des passages de voies vertes magnifiques pour après se retrouver dans le trafic à côté des voitures, donc les dangers. Et après les aménagements, la gare des 7 par exemple, n'est vraiment pas adaptée à débarquer en vélo. Et donc, ce qu'on vient de dire, ceux qui sont les jonctions pour entrer dans la ville, et le fait de la continuité des réseaux cyclables de la région. Même s'il y a des grands efforts, il y a toujours des lieux où on se retrouve en danger. Et quand on a un remorque avec un enfant dedans, on n'est pas content. Donc, souvent, j'ai des clients qui arrivent qui sont assez furieux. Par exemple, Élodie Fontaneux le sait très bien, le canal du Midi, il n'est pas bien aménagé. Si on le fait avec une remorque, c'est une catastrophe. Et donc, les clients qui arrivent avec ça et avec un enfant dedans, ils sont bien plus fatigués que par le vélo, on va dire. C'est ça. C'est un axe. Oui, c'est stress. Le fait d'avoir un enfant dans une remorque, dans un endroit qui n'est pas adapté ou qui est même dangereux, ça leur donne beaucoup de stress. Donc voilà, ça c'est un axe à améliorer parce qu'on a une région justement avec
plan d'attractivité pour le tourisme à vélo. Et donc, il faut quand même s'il y a eu des grands progrès, il faut quand même continuer et éviter de se retrouver dans des lieux où les gens paniquent. Et après, ils arrivent, quand ils sont à la fin de leur journée, ils vont retenir plutôt le stress de certains moments que la beauté des paysages de ce qu'ils ont vu. Après, je pense qu'à long terme, ça va être, c'est les côtés positifs, ils sont toujours prioritaires. Mais le fait de ne pas se balader en sécurité, ça pose beaucoup de problèmes aux usagers. Ok, merci Maurizio. Maxime, vous, les clients, quand ils reviennent, est-ce qu'ils vous disent, ça peut être la même chose d'ailleurs, Maxime, je ne sais pas, d'ailleurs, c'est peut-être autre chose, mais est-ce qu'il y a un truc qui vous disent, ah ben ça, franchement, c'est dommage, quoi. Après, nous, on est sur trois territoires différents. Donc, on a le Vaucluse, qui est un des départements français les plus développés en termes de vélo et d'aménagement cyclable. Donc là, à vrai dire, on ne peut pas dire grand-chose, à part l'intermodalité. Mais bon, ça, nous, nos séjours, on ne les fait pas partir de la gare d'Avignon, ni de l'aéroport de Marseille, ni de la gare de Nîmes. On les fait partir de nos magasins parce qu'on sait que on va tout de suite partir sur une zone sécurisée et qui va donner confiance aux gens. Après, sachant que c'est des néo-pratiquants, ils n'ont pas de retour d'expérience. Donc en termes de côté négatif, enfin moi c'est plus le confort, quoi. Mais après c'est la pratique qui veut ça, quoi. Ouais, on est sur une clientèle qui est encore une clientèle jeune, donc vous voulez dire qu'ils n'ont pas le côté comparatif et l'expérience de comparer avec beaucoup de destinations. C'est ça. Enfin, en tout cas pour mes clients de l'agence de voyage. Oui, tout à fait. Ok, alors écoutez, je regarde le timing. Je ne voudrais pas trop déborder sur le timing. Donc ça, c'est Nicolas qui va me donner le là ou Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions qui sont montées? Questions d'ailleurs sur lesquelles soit Elodie, soit Maxime, soit Maurizio pourraient peut-être répondre. Alors moi, j'en ai pas vu très récemment. Il y avait des questions, alors notamment aussi sur Maxime, sur le prix de la location d'un vélo électrique à la journée. Alors, a priori, je suis allé voir sur votre site, c'est 38 €. Dites-moi si c'est bien ça. C'est correct. Ouais, c'est ça. Ouais. On est correct. Sinon, j'ai pas vu de questions. Non, je trouve que cet échange est intéressant, hein, comme ça, ce retour d'expérience, mais je vois pas de retour précis pour l'instant. Donc, on est plutôt très bien sur le timing. Ok. Moi, j'aurais une petite question pour Elodie, mais peut-être, Elodie, vous n'avez pas la réponse. C'est alors, par rapport au label, hein, Oui. bon, le label, c'est un label. Hein, le label, il y a des règles comme ça. Sinon, ce n'est pas le label. Hein. La raison des 5 km, pourquoi? D'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose qui est en évolution, en négociation, etc. Parce que quand on fait du vélo, si vous voulez, 5 km, c'est rien du tout, quoi. C'est tout petit. 5 km. Alors, est-ce que vous savez, Elodie, d'où ça vient, pourquoi, est-ce que ça réfléchit là-dessus ou pas? C'est partie d'enquête en fait initiale auprès des clientèles à vélo et c'était la distance qu'elles acceptaient de parcourir. Enfin, voilà, au-delà de l'itinéraire en fait. Donc c'est pour ça la distance qu'une clientèle était prête à faire 5 km pour aller rejoindre l'itinéraire. Oui, de s'écarter de 5 km pour aller rejoindre un hébergement ou un restaurant ou un site, mais pas plus. Ceci dit, nous, ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui pour, on va dire, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'offres labellisées, ce sont des boucles cyclables sécurisées, pour effectivement, déjà permettre aux touristes à vélo peut-être d'aller voir un site un peu plus dans l'arrière-pays et d'un peu plus rester sur notre département. Et puis, donc, ça nous permet du coup de rendre éligible beaucoup plus de prestataires. Voilà. Et effectivement, les grandes traversées VTT et les boucles VTT peuvent permettre aussi aujourd'hui, mais depuis peu de temps, d'obtenir la labellisation. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Elodie, pour cette précision. Ça me tarabustait un peu le coup des 5 km. Nicolas, est-ce qu'il y a une autre question pour terminer ou pas? Ou on est bon?
Alors écoute, j'étais en plein dedans, je regardais. Une question peut-être de Noël, oui, quand on est accompagnateur œnologique, est-ce que c'est une opportunité, cette clientèle vélo ou pas? Est-ce que vous avez un avis sur cette question-là? Si j'essaie de reformuler, tu me parles d'un accompagnateur œno. Un accompagnateur œno, exactement. Et est-ce C'est-à-dire, que c'est quelqu'un qui veut faire boire les cyclistes avant de leur faire faire du vélo? C'est le principe? ou alors peut-être en fin de journée, plutôt. Tu vois, ils arrivent sur une destination qui serait une destination œno. Est-ce que ça pourrait être pertinent de leur proposer des prestations? C'est peut-être plus raisonnable dans ce sens-là. Alors, Maxime ou Maurizio, oui, est-ce que vous avez des clientèles qui vous demandent ça, par exemple, qui vous demandent des itinéraires où il y a ou de la thématique comme ça, ou des arrêts dans des domaines, ou de la découverte no touristique, des choses comme ça? Énormément. Oui, ben oui. Mais peut-être pas tant que ça les gens à vélo, hein. C'est plutôt par contre, l'Occitanie, ça reste une région très attractive pour les vins. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup du monde qui est intéressé aux vins de la région. Ouais. Dans les enquêtes, en tout cas, ce qu'on voit là sur les pratiquants de l'itinérance à vélo, quand c'est des Français, en tout cas, c'est vraiment une spécificité des Français. Il y a quand même une vraie attirance pour ça, quoi. Donc oui, après, le problème, c'est qu'il faut faire du vélo en ayant bu un verre. Bon. Et ça, c'est pas Ah, bien, mais il faut pas le faire. nous c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis maintenant 3 ans, 4 ans, c'est essayer d'avoir des offres packagées autour du vélo, ne pas proposer uniquement que la location du vélo et la balade à vélo, c'est essayer d'inclure une dégustation, un pique-nique, etc. Et l'offre, le package vélo plus dégustation est vraiment le package qui fonctionne le mieux dans tous les magasins. Et sur une clientèle française comme internationale. Là, aujourd'hui, je suis à Maison-la-Romaine. Pas plus tard qu'hier, j'avais 4 Françaises qui se sont fait ça hier après-midi et qui se sont régalées. Avec modération, mais ça Oui, va. Maxime, Lors d'une dégustation, on crache, hein, je précise, attention. absolument. Absolument. C'est un point qui a été évoqué sur le chat là, par Pauline qui nous dit, je vous rappelle que lors d'une dégustation, on crache le vin. Oui, c'est vrai, Exactement. Pauline. En tout cas, on l'écrit dans tous les textes. Je tiens à préciser que c'est un chantier qu'on vient d'ouvrir aussi dans l'Hérault, essayer de marier vélo plus œno. Voilà, c'est un chantier en cours. Exactement. Bon, Nicolas, s'il n'y a pas d'autres questions, on est dans le timing, il ne faudra pas faire durer ça trop longtemps. Donc, je pense que si vous avez des questions, pensez que vous aurez le replay de ce webinaire et que je pense qu'on a répondu à peu près toutes les questions. Le support que j'ai diffusé avec tous mes chiffres, je pense que vous pourrez le diffuser aussi, Nicolas, Elodie. Mais là, tu m'enlèves tout de la bouche, exactement. Moi, voilà, j'allais vous le dire. Je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Et il me restait juste déjà à vous remercier tous les quatre, effectivement, pour toutes ces informations de qualité, vos témoignages et puis toutes ces présentations qu'on a pu avoir. C'était très intéressant. Tu l'as dit, effectivement, les replays seront accessibles alors de ce webinaire-là, mais aussi des précédents sur les plateformes des différents partenaires, que ce soit les CCI du Gard ou de l'Hérault et Gard Tourisme ou Hérault Tourisme. Et effectivement, le PowerPoint, donc la présentation, sera aussi accessible sur les sites, pour le coup, Internet des différents partenaires. Il n'y a pas de date à venir avant l'été parce que on l'espère grandement, là, la saison va enfin démarrer et puis on vous souhaite d'être présent dans vos établissements et d'être surchargé de clientèle, on l'espère vraiment. Et on vous donne plutôt rendez-vous en septembre sur une programmation qui est en cours de réalisation. Donc, on communiquera sur les réseaux rapidement pour vous dire les prochains sujets qu'on pourra aborder autour de ces rencontres à vos côtés. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt. Bonne saison. Merci Nicolas, merci Maurizio, merci Maxime, merci Elodie. Faites du vélo, merci à tous. Travaillez bien. Oui, là j'ai beaucoup envie de pédaler désormais, moi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.